C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 9e épisode du balado Une invention sans avenir, un podcast transatlantique où on se retrouve pour discuter de cinéma, de politique et bien plus encore. Et la dernière émission était consacrée à notre petit bilan politique de l'année 2021 au cinéma. Ça se réécoute, bien sûr, sur vos plateformes de diffusion préférées. Et on avait d'ailleurs terminé l'épisode par un extrait du discours de Julia Ducournau, recevant sa Palme d'Or, un des grands moments de 2021, qui va sans doute rester dans l'histoire du cinéma, tout court. Merci de faire entrer les monstres. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire, entrer les monstres. On va parler des méchants au cinéma. Parce que nous, on aime bien les méchants dans ce podcast. Ouais. Alors déjà, on en a épinglé un certain nombre récemment sur Twitter. Ça y est, ça Ouais. dégaine directement. On commence par ça dans un thread sur Twitter consacré à la projection du film Bac Nord lors du grand oral des fachos par les flics d'Alliance. Les fachos parlent aux fachos. D'ailleurs, ça me fait toujours rire, Alliance, ça me fait toujours penser à Alliance Ethnique, le groupe de rap simple et funky. C'est exactement ce que je pense des flics. Simple et funky. Simple et funky, c'est ça, la nouvelle devise de la police française. Merci évidemment à celles et ceux qui nous ont soutenus et qui ont partagé cette prise de position sur les réseaux. Et puis bienvenue à vous si vous nous avez découvert à cette occasion. Ça fait plaisir, bienvenue. Et pour parler des méchants, aujourd'hui, une équipe de gens gentils, mais alors gentils, des vrais bisounours, à commencer par celui qui a la douceur et la délicatesse d'un batteur de groupe de métal. Le co-créateur avec moi de ce podcast, c'est Raph. Salut Raph. Salut Robin. Sachez que je tape très fort pour compenser ma gentillesse. Bon alors de quoi on va parler aujourd'hui avec toi Raph ? Eh ben écoute, moi je vais parler de la voix des méchants. Ça tombe bien, on est en audio, parce que voilà, un méchant, c'est avant tout une attitude et une manière de parler. Et je vais parler un peu de ce que j'aime et aussi des clichés qui m'énervent parfois dans ces voix de méchants. Avec nous aussi celui pour qui il y a une différence entre les fachos et les animaux, c'est que les animaux, il ne leur veut aucun mal. Il est vegan. De la chaîne YouTube Kaleidoscope, c'est Arcani Corvo. Salut Arcani. Bonsoir. Mais je leur veux pas de mal aux fachos. Oh, Ah bon? Je leur veux pas de bien non plus, mais... C'est ça. T'as sorti justement une vidéo récemment sur ta chaîne consacrée aux représentations de la vengeance. Ça a bien marché cette vidéo? Ça va, les retours étaient plutôt positifs et les gens ont surtout hâte de la suite, Ouais. puisque c'est la première vidéo d'un cycle sur la justice. Très très bon teasing. Eh oui. De quoi tu vas nous parler? Et je me posais la question de pourquoi certains méchants, on les reconnaît tout de suite comme méchants. Ok. Ah, avec nous également, il y a un chroniqueur qui a certes la bienveillance socratique du prof de philo, mais qui, il y a quelques jours, a créé un équivalent du jeu Wordle, mais avec seulement des concepts philosophiques. Donc je crois qu'il a quand même un côté machiavélique. Ouais, c'est Cédric avec nous. C'est ça. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas Finkelkraut dans dans les possibilités, hein. Ouais, top 1 des événements sadiques de l'année là, vraiment. C'est ça, j'avoue. Bon, je blague. On peut te suivre sur Twitter pour Oui. toujours plus de contenu didactique et C'est ça. philosophie. C'est ça. De quoi on va parler avec toi aujourd'hui? On va parler du mal dans les films d'horreur ou plus généralement des films terrifiants et de la manière dont ça peut nous apprendre un petit peu ce qu'est le mal. Ce qu'est le mal. Voilà. Eh ben, et enfin, celle qui est philosophe, enseignante, syndiquée, gréviste, féministe et gameuse. Bref, elle porte sur son gant de l'infini toutes les pierres capables d'énerver les gens de droite. Par contre, j'ignore si ça lui permet de contrôler l'espace et le temps. Wow. Alice est avec nous. Trop bien, j'adore toujours tes présentations. Salut tout le monde. C'est bossé. C'est bon, t'es quand même d'accord avec toutes ces qualificatifs. Ah, je suis complètement d'accord. De quoi on va parler avec toi aujourd'hui, Alice? Bah, c'est marrant, je vais me poser la question inverse d'Arcani. Je vais me demander pourquoi il y a des méchants. Et ben, on sait pas tout de suite que c'est des méchants. Et je vais parler des super vilains de gauche dans les films Marvel.
Est-ce qu'on va avoir donc une confrontation qui sera le super vilain et le super héros, Arcani, Alice? On devrait réussir à vous mettre d'accord. On y arrive toujours. Commence pas à annoncer des trucs comme ça, on sait jamais. Alors, vous le savez, comme le public de l'émission adore nos confessions honteuses, eh bien, avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on s'attaque aux méchants de fiction, eh bien, j'ai envie qu'on parle de vous, de nous. Ce serait quoi votre côté méchant? Parce qu'évidemment, bon, on fait les gens gentils, on essaye d'apprendre la bienveillance, le respect, à éviter toutes les formes d'oppression, mais il doit bien rester quelque chose de méchant derrière tout ça. Moi, je dirais mon côté méchante, c'est l'illégalité. Ok. Moi, je m'en fous un peu de la loi. C'est pas du tout critère de mes actions. Je me rends compte, j'ai peut-être un peu été éduquée comme ça, genre, je sais pas, sauter les barrières, voler des petits trucs, faire de la propagande islamo-gauchiste en classe. Attends, les gens ils me disent mais tu sais, il y a des règles et tout. Je sais pas. Et je mens aussi beaucoup. D'accord. Ouais, mais si la loi est méchante, est-ce que c'est pas positif de s'opposer à elle? Ah, je comprends. Mais ouais, j'avoue que l'enjeu il est un peu différent quand c'est dans ta vie et quand c'est dans ta classe, quoi. J'imagine que t'as plus de pression, peut-être. Bah justement, je la ressens pas, donc je me dis c'est peut-être ça, être une méchante, tu vois, c'est se sentir affranchi de la loi en permanence. Raph, c'est quoi ton côté méchant? Moi, le moment où je me sens un peu méchant, c'est quand il y a des vieux hommes politiques ou des industriels qui meurent. Des gens vraiment nocifs pour la société et tout le monde est là, ouais, on n'était pas toujours d'accord, mais c'est triste, pensez pour la famille et tout. Et moi, je suis là, yes, tant mieux. Et tout. Je me sens un peu comme les méchants de films d'action des années 80-90 qui attaquent toujours le président des USA, tu vois. C'est pas genre des randoms et tout, c'est le président. Bah, moi, je trouve que c'est un bon choix, tu vois. Ça, c'est mon côté. Ouais, bon, tu serais pas embauché dans une rédaction de journal pour faire les nécrologies. Après, parfois, ils font des nécros méchantes. La nécro de Agnès Varda dans Libé, elle était hyper méchante. Ah ouais, elle je savais était pas. super critique et tout. Ouais, ça m'avait vraiment choqué. Et parfois, ils essayent d'être un peu, de montrer qu'ils ont un avis et du coup, ils y vont hyper cash. Et j'avais trouvé ça limite, quoi. Sur Agnès Varda en plus. Bah ouais. Ouais, sur Agnès Varda. Ouais. Attends, quand il y a un dictateur qui meurt, ils sont capables d'aller chercher les actions caritatives qu'il a fait avec ses pétrodollars. Mais Agnès Bah, Varda, peut-être quoi. justement à l'inverse, elle est trop bien, donc ils voulaient tempérer un peu, donc ils sont allés chercher des trucs méchants. Elle était trop gentille. C'est une logique d'équilibre. Je pense que, tu vois, cette question, c'est quoi votre côté méchant? Agnès Varda, elle aurait pas pu y répondre. Elle était trop gentille. Non, j'ai pas l'impression. Arcani, toi aussi, pourquoi es-tu si méchant, Arcani? Il y a un truc que j'adore qui est très méchant et qu'on fait très peu en France et qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est le concept de roast. Ah oui. Donc il y a le toast où on dit du bien de quelqu'un et le roast c'est l'inverse, donc on dit du mal d'une personne en sa présence. Oui. Oh. Ah ouais, en sa présence. Et j'adore regarder des roasts. Et je rêve qu'on commence à importer ça. Mais tu ne pratiques pas toi-même. L'idée de l'importer, c'est qu'à terme, tu sois amené à participer Je à un- vois. Prochain ça. cycle sur ta chaîne. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant le roast parce que c'est une forme méchante, mais sur le fond c'est assez gentil parce que c'est toujours une manière de montrer qu'en fait tu connais bien la personne parce que si tu fais un bon roast, ça veut dire que t'as des bonnes anecdotes, t'as bien saisi. En général, tu le fais avec des amis, quoi. Oui. Ouais, ça se fait pas mal au Québec aussi, entre humoristes notamment, il y a des battles de roast là, mais ça se fait dans les événements comme les mariages, tout ça là, ça se fait facilement. Cédric, est-ce que tu es méchant toi aussi parfois? J'imagine. Alors, j'imagine que c'est plutôt une question à laquelle il faut demander plutôt l'avis des autres, Ouais. plutôt que On va soi. demander à tes Je enfants. pense qu'on, voilà, c'est ça. En quoi est-il méchant? Mais je pense que c'est la méchanceté un petit peu ordinaire quand tu es affairé, quand t'as plein de choses à faire et que tu manques d'attention vis-à-vis de tes enfants ou voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est ces petites choses, ces petits manques d'attention qui sont surtout des petites formes de méchanceté ordinaire. D'accord. Voilà. Quand tu es en train de programmer des applications. Bah ouais. Faut pas être dérangé, quoi. Je comprends. Et je me suis posé cette question pour moi et je me suis rendu compte que ça va être peut-être paradoxal parce que j'anime un balado et une émission de radio, mais en fait, dans la vraie vie, je suis assez mauvais pour le small talk, pour la conversation courante. Et que je pense qu'à cause de ça, beaucoup de gens que je rencontre et que je connais pas super bien doivent penser que je suis un gros connard ou que je suis quelqu'un de pas sympa ou de pas intéressé du tout. Mais c'est juste parce que vraiment, je sais pas faire la conversation banale, quoi. Ah, donc méchant par accident, quoi. Méchant malgré toi. Ben, après, je pense que je peux aussi très bien ignorer les gens à qui j'ai pas envie de parler, là. Mais je pense que ça m'arrive souvent par accident. Oui, parce que je sais pas faire la conversation
parler de tout et de rien, j'y arrive pas, quoi. Et je pense que ça se travaille, puis j'imagine qu'avec la radio aussi, je vais y arriver à le faire mieux, mais c'est comme pas pareil de le faire avec un micro, puis les conventions qui vont avec, que dans la vraie vie, où c'est ça marche En pas. même temps, ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est pas une grande thérapie, finalement? Mais c'est ça, c'est ça. Bon, si vous voulez Faire du small partager talk. avec nous vos instants méchants, n'hésitez pas à le faire aussi sur les réseaux sociaux du Ouais, podcast. On n'est pas trop méchants, mais Non, tous les 5, c'est quand même des méchancetés d'entretien d'embauche. Hein. un peu, ouais. C'est vrai, Perfectionniste. c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'on était tous trop perfectionnistes. Tu peux avoir la méchanceté du mail officiel aussi, quand tu commences à être très poli des fois pour faire genre, je montre toutes mes dents. Et elles sont bien blanches, Ah oui. bien luisantes. Et ça, c'est très salaud parce que souvent, c'est aussi du mépris de classe de montrer que tu fais des belles phrases. C'est de l'abus de pouvoir total. Hein. Ouais. Je le fais quand j'ai envie de paraître sec, mais franchement, je me sens un peu honteux. Ouais, on se sent mal après. Hein. Ouais. Eh ben justement, la première grande question qu'on se pose avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi on identifie facilement certains méchants. Alors je sais pas si vous nous aviez identifiés comme méchants, mais c'est de ça qu'on va parler avec toi, Arcani, en premier lieu. Oui, je me suis posé la question de comment ça se fait qu'on reconnaît tout de suite que certains méchants sont des méchants. Alors on peut se dire que c'est la musique, ou un autre personnage nous dit c'est un méchant. Le méchant est sanguinaire, le méchant est cruel, il n'hésite pas à éliminer des gens. Et puis, il y a des éléments un peu plus, pas forcément subtils, mais en tout cas qui ne passent pas par des éléments immédiatement identifiables, et ce serait plutôt l'esthétique. En fait, certains méchants sont simplement calqués sur les traits du fascisme. Les scénaristes, les réalisateurs, en fait, reprennent des images du fascisme pour nous faire voir des méchants, donc des faux fascistes, mais qui du coup, dans cet inconscient collectif, dans ces images qu'on a pu voir dans des documentaires, en cours d'histoire ou des choses comme ça, on reconnaît que ça ressemble quand même à un fasciste ou à un gros nazi. Déjà, ça permet d'avoir un méchant facilement identifiable. C'est écho du fascisme, méchant. Mais aussi pour la fascination que ça exerce, parce qu'il y a cette esthétique militariste, il y a quand même une fascination des traits, de l'architecture, parfois des vêtements aussi qui peut nous indiquer certains éléments. Et aussi parce que ça permet de faire des gentils qu'on n'a pas trop à se poser la question. S'ils sont face aux fascistes, c'est forcément les gentils. Alors que, des fois, c'est questionnable. Du coup, c'est quoi un peu l'esthétique fasciste, en fait, qui est reprise? Maintenant, tout le monde met un peu tout et n'importe quoi derrière fascisme. Ouais, c'est une remarque qui nous a été faite, d'ailleurs. Hein. Ouais, vous dites Oui. fasciste tout le temps et tout. C'est pas vrai. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça, et puis après, quand t'arrives avec des sources, ils font « Oui, non, mais pas celle-là. » Ah, pardon. excuse-moi. Oui, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de gens dire oui, mais Umberto Eco, il y en a un peu marre de la référence. Du coup, qu'est-ce que c'est finalement que l'esthétique fasciste? Donc, j'ai parlé du militarisme, il y a aussi l'architecture, donc ces espèces de grands bâtiments rectilignes qui reprennent un peu à l'esthétique antique, mais avec une façon très brute. En pensant aux architectures d'Albert Speer, qui était l'architecte du Troisième Reich. Il y a une notion un peu d'immensité, de gigantisme, mais en même temps très austère. On n'est pas forcément dans le faste rococo des dorures. Souvent un peu la science-fiction reprend ces grands décors immenses et vides. Ouais. Mais il y a aussi l'agressivité des personnages. Le fait de parler de manière très agressive, de faire des discours, de presque engueuler les gens juste en parlant. Et du coup, dans quel film on peut le retrouver? Donc pour revenir un peu sur ce cri, cette façon de parler, on a ça chez Lord Blackwood, qui est le méchant du Sherlock Holmes de Guy Ritchie, qui a cette façon très sombre d'exister, avec aussi la coupe de ses vêtements, fait penser un peu aux uniformes de la Gestapo. Ouais. Et dans son discours au Parlement, où il dit « Je vais créer un empire qui va régner pendant un millénaire », cette idée de millénaire était déjà présente dans les discours nazis. Comme par hasard. Oupsie. Il y a un autre film un peu passé inaperçu en Europe qui s'appelle All the King's Men, qui est un biopic sur une figure populiste du sud des États-Unis jouée par Sean Penn. Et en fait, il le joue vraiment, ses discours sont imprégnés de cette énergie fascisante, on va dire. Et il est même un peu filmé comme on pouvait filmer certains fascistes. Mhm. Et d'ailleurs, en parlant de filmer, certains cinéastes reprennent explicitement les images de Leni Riefenstahl, donc la cinéaste du Troisième Reich. Je pense au Roi Lion. La manière dont Scar et les hyènes du Roi Lion sont filmés, en fait, reprennent explicitement des images des films de Leni Riefenstahl comme Le Triomphe de la Volonté. Peter Jackson reprend certains plans un peu plus subtilement pour Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, avec notamment cette réplique « Le monde brûlera dans les flammes de l'industrie ».
Et on retrouve cette fascination pour la machine qu'il y avait chez les fascistes italiens et les nazis. Ouais, très, très début du siècle, ce genre de phrase. Oui, et puis qui est encore plus accentué après avec le fascisme. Mais oui, effectivement, c'est les racines du fascisme dans cette fascination pour la mécanique. Un peu plus anecdotiquement, je pense à La Servante écarlate, le film, puisqu'avant d'être une série, ça a été un film de Volker Schlendorf. Ah ouais. En 1990. Si vous avez vu la série, je pense que les images sont sensiblement les mêmes. Et il y a des films qui vont être encore plus explicites dans l'imagerie. Il y a V pour Vendetta, adapté du comics d'Alan Moore, ou alors là, on est vraiment dans les codes couleurs rouge, noir et blanc, et dans ce discours très agressif d'Adam Sutler, joué par John Hurt, qui est un peu un mi-chemin entre le Big Brother de 1984, l'adaptation cinématographique, et un fasciste. Oui, voilà, c'est ça. Littéralement. Et aussi, un film qui est encore plus marquant, à mon sens, et pour moi, presque plus qu'un calque, qui est une copie de fascisme, c'est Equilibrium. Ah, oui. Qui avait un petit côté sous Matrix. Mais là où il est plus fort, c'est qu'ils sont allés le tourner en Allemagne, à Berlin, notamment dans des bâtiments construits sous le Troisième Reich. Ok. Mais c'est un des seuls trucs qui a la classe dans ce film, hein, c'est les bâtiments d'ailleurs, je trouve, les lieux de tournage en général. Voilà, c'est ça. Et en plus, le drapeau du gouvernement dans Equilibrium, c'est quasiment le drapeau nazi. Ah oui, non, mais c'est pas un film fin, hein. Ah non, ça c'est sûr. Pas le but. Je renvoie à l'épisode de 2 heures de perdu dessus. Ouais. Je crois que j'ai juste écouté l'épisode, j'ai pas vu le film. Bah ça suffit. Les uniformes aussi des personnages renvoient à une coupe, à un design fasciste. Et la manière même dont est filmée la ville, c'est vraiment cette notion de gigantisme avec la population qui grouille, qui n'existe quasiment plus. C'est juste des petites masses. Alors, un autre exemple, c'est un film qui lui va reprendre les codes du fascisme, mais pour s'en moquer, même s'il n'a pas forcément été compris comme ça, c'est Starship Troopers. Puisqu'à l'étranger, les gens en tout cas en Angleterre, aux États-Unis, les gens se posent encore la question de mais il est sérieux ou c'est au second degré? C'est incroyable ça. Moi, c'est un de mes films préférés. Je comprends pas du tout comment on peut ne pas comprendre ce film. Et là où c'est encore plus fort, c'est que c'est adapté d'un roman qui est clairement d'extrême droite. Oui, ça c'est drôle. Ouais. Il a vraiment pris l'adaptation, il l'a retourné, il a fait « Allez, on va y aller à fond ». Mais il y a un dernier exemple, dont j'ai pas encore parlé, et qui, pour le coup, reprend énormément le fascisme. Je me demande bien ce que c'est. C'est Star Wars. Et alors là, vous allez me dire, oh, t'exagères, c'est pas parce qu'on est dans un régime dystopique et totalitaire dans de la science-fiction qu'on est forcément dans le fascisme. Alors je vais juste citer le costumier de la trilogie d'origine, Cole Horton, qui disait « George Lucas voulait que les hommes de l'Empire aient l'air efficaces, totalitaires et fascistes. Tu as un travail difficile, il m'a dit, parce que je ne veux pas que les gens le remarquent, mais qu'ils le remarquent quand même. » Donc là, on peut pas faire plus explicite. C'était une intention délibérée de George Lucas de reprendre une partie de l'esthétique fasciste et de la mélanger à d'autres esthétiques, à des uniformes militaires d'Europe, mais aussi à prendre aussi au Japon médiéval, etc. Mais pour le coup, l'empire de Star Wars, ce sont des fascistes, point. C'est vraiment souligné comme ça. Cette idée aussi que c'est des codes qui sont intégrés, qui sont suffisamment répandus, connus pour que on puisse les reconnaître, sans savoir qu'on les reconnaît. Et, c'est ça. Par contre, dans la nouvelle trilogie, c'est encore plus explicite. Exactement. Parce que là, le général Hux, quand il fait son discours devant toute la foule, là vraiment, on dirait un discours fasciste. Là, on le voit, quoi. C'est limite s'il prend pas un accent allemand, Ouais. quoi. C'est ça, en plus, avec le code couleur. Mais c'est très beau, hein. Mais... Ah oui, non, justement, j'allais dire, la nouvelle trilogie accentue encore plus ça avec le nouvel ordre, si je me trompe. Le premier ordre. Mais en même temps, ce premier ordre, c'est quoi son idéologie? Parce que si on creuse vraiment, ils veulent juste le pouvoir. Est-ce que c'est pas ça des fascistes? Est-ce que ça Ouais. Je sais pas. Mais ça pose une question, en fait, que Lucas, dans la première trilogie, nous montrait que on a l'impression que le fascisme avait toujours été là, l'Empire a toujours été là, et la résistance, elle est souterraine, en fait, elle est en sous-main, même si elle est victorieuse, elle finit par vaincre le fascisme, et on a cette idée que le fascisme a toujours été là. Et c'est là que la prélogie arrive, donc les films sortis dans les débuts des années 2000, on montre en fait comment le fascisme s'installe, et c'est là qu'on perd beaucoup plus de codes visuels. Le fascisme n'est pas encore présent, et c'est là que je trouve que le cinéma montre beaucoup plus des fascismes déjà au pouvoir, et beaucoup moins comment le fascisme arrive et comment on pourrait s'opposer à ça. Ce qui me fait un peu dire que on accepte l'antifascisme qu'une fois que le fascisme a pris le pouvoir et qu'il ne veut pas le rendre. Et qu'on ne veut pas voir l'antifascisme comme un moyen d'éviter que ça arrive. Que le fascisme n'existe pas tant qu'il n'est pas au pouvoir.
Tant qu'il n'est pas au pouvoir, c'est juste une idée parmi d'autres. Quand on essaye d'éviter, on nous dit ouais, vous êtes pareil, vous avez les mêmes méthodes et tout, donc du coup. Exactement. Et qu'en général, quand le fascisme arrive dans la rue, c'est qu'il y a un terrain qui a été préparé avant en termes de conscience, de médias et d'intellectuels, on va dire. Mais tous ces films qui reprennent le fascisme, ils reprennent une image du fascisme, on vient de le dire, un peu passée. C'est au final, on commence à bien reconnaître les codes et le fascisme évolue. Une des forces du fascisme, c'est de voler les symboles, de voler les images. Et les symboles du fascisme d'hier, même si encore aujourd'hui on peut voir des croix gammées, des choses comme ça, ont repris d'autres symboles entre-temps. Et je pense qu'il y a un petit piège là-dedans, de s'enfermer dans une image passée du fascisme, parce que ça nous empêche de voir comment il a évolué. Et surtout, on se dit que le fascisme, c'est que de l'image. Et on passe à côté des discours fascistes qui n'en ont pas l'air. Et c'est là que je vais arriver sur un fasciste de fiction qui a été encensé, et c'est Thanos. Thanos, le grand méchant du premier gros arc narratif de l'univers Marvel, qui veut récupérer les pierres pour éliminer la moitié de la population parce qu'on est trop et qu'on n'a pas assez de ressources. Alors déjà, si t'as tous les pouvoirs du monde, pourquoi tu choisis pas de multiplier les ressources? C'est ça. Suggestion, hein, j'ai pas les pierres, moi, j'ai pas choisi. Mais surtout que ce discours, cette idée de surpopulation et de manque de ressources, ça fait quelques années qu'on l'entend, et notamment dans un courant politique qui s'appelle l'écofascisme, et qui, à mon sens, se trompe, parce que surpopulation, si on met tous les humains côte à côte debout, on tient sur la Guadeloupe, en termes de surface. Tu as vérifié cette information? T'as essayé? Oui, j'ai vérifié cette information. Alors, c'était quand on était 6 milliards et demi, je sais pas si à 7 milliards on tient encore sur la Guadeloupe. Est-ce qu'il faut pas un petit bateau en plus? Ça va pas faire plaisir à Zemmour, hein, cette invasion de la Guadeloupe française par 7 milliards d'individus étrangers. Et en termes de ressources, je vais m'arrêter sur les ressources alimentaires, mais on jette plus qu'on ne consomme. Donc à partir de là, je pense que le problème n'est pas la surpopulation ou un manque de ressources alimentaires, mais plus une gestion et de l'espace et des moyens. Parce que derrière l'idée du génocide, puisque c'est Thanos lui-même qui parle de génocide, il y a cette idée qu'il y a des morts acceptables et personne dans les gens qui adhèrent à ce discours, personne s'est dit « Ok, moi j'accepte d'être éliminé pour la planète. » Oui, c'est vrai. Donc c'est que c'est forcément un peu les autres. Et les autres, c'est ceux qui souffrent déjà, c'est ceux qui n'ont pas grand-chose, ils ont plus grand-chose à perdre. Curieusement, c'est pas les plus privilégiés. En plus, il y a cette réplique, je sais plus dans lequel film, sur les baleines, là, genre les baleines sont revenues dans le... C'est après le blip. C'est dans Endgame, je crois. C'est dans Endgame, le retour des baleines. C'est comme si la question des humains se pose plus, mais on pose la question avec des animaux réputés gentils, comme les baleines, pour pas se poser la question politique de la mort des humains. Ça m'a toujours fait marrer. Ok, genre la moitié de l'humanité est morte, mais c'est cool, il y a 3 baleines dans un fleuve. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut pas trouver une solution pour tout le monde, y compris les baleines, mais... Oui, alors qu'en plus c'était une ref au confinement pendant lequel il y avait des ours blancs à Paris, donc ça n'a pas du tout aucun rapport avec l'écofascisme ni rien du tout. Ceci dit, on a eu des échos de l'écofascisme pendant le confinement quand les gens disaient « Ah, nous sommes le virus, en fait. » Et oui. Je reviens un tout petit peu en arrière et puis on va laisser Alice poursuivre ensuite sur Thanos, parce que je pense qu'on n'a pas fini avec Marvel. Mais juste parce que t'as parlé il y a une petite fainéantise un peu de montrer, de mettre en scène l'arrivée des fascistes dans la fiction. Parce qu'en fait, montrer les fascismes, c'est plus facile parce que les images, elles existent déjà, parce qu'on peut les reprendre facilement. Alors que montrer l'arrivée du fascisme, ça demande d'écrire un scénario et des personnages et du dialogue, et c'est plus difficile que de copier-coller Leni Riefenstahl. Totalement, et ça a pris à George Lucas une trilogie. Et une trilogie qui se rajoute à quelque chose qui était déjà existant, puisque c'est la 2e trilogie. C'est ça. Ok. Bon, Alice, tu dois trépigner à l'idée de prolonger une espèce de droit de réponse. Le débat sur Thanos. Maintenant qu'on a dit que Thanos c'était un fasciste génocidaire, tu vas avoir du mal à le défendre. Non, mais je comptais pas forcément le défendre. C'est juste que je me disais que j'ai annoncé que j'avais envie de parler des super vilains de Marvel. Je me suis dit forcément le premier auquel on pense c'est Thanos, et que effectivement on avait déjà entendu des discours sur le fait que c'était peut-être un éco-terroriste, quelqu'un qui pensait à la surproduction, qui pensait à la surpopulation, peut-être une réflexion sur les ressources, qui voulait bien faire. En plus, il a son truc il va avoir sa petite retraite à la campagne à la fin. C'est pas quelqu'un qui veut la puissance, c'est un méchant qui veut
le bien mondial, je sais pas, qui fait une espèce de calcul utilitariste, enfin un truc comme ça. Bon. C'est très Clint Eastwood, la retraite à la campagne. Une référence de gauche, tiens. Bon, j'ai peut-être un peu de sympathie pour Thanos déjà parce que je trouve ça drôle le contraste entre gros titan violet gigantesque avec des grosses bagouses et en fait le fait que tout ce qu'ils veulent c'est de supprimer la moitié de la population de manière aléatoire parce que voilà, il faut pas favoriser les plus puissants. Il me semble qu'il y a des discours sur ça, que c'est quelque chose de juste parce que c'est une décision qui va être prise par le hasard, etc. Donc j'ai un peu de sympathie. Mais en fait, c'est pas vraiment à lui que je pensais quand je disais vilain de gauche. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que récemment, devant des films ou des séries Marvel, et maintenant il y en a quand même une grosse quantité, je rappelle qu'on est à 27 films et 5 séries dans le MCU, wow. D'un coup je me disais mais c'est les méchants ça, et j'étais pas sûre en fait, je me disais mais ça va vraiment, c'est lui, enfin je sais pas, ou alors c'est ces personnes-là, c'est les méchants. Et pourquoi je me disais ça? Parce que en fait je me disais je suis complètement d'accord avec ce qu'ils font, là je suis d'accord avec leurs valeurs, je suis d'accord avec leur discours. Et pourquoi j'étais d'accord? Parce que c'était de gauche. Alors, donc, si c'est pas Thanos, c'est qui? Alors, la première fois que ça m'a fait ça, c'est devant Captain America Civil War, des frères Russo, film de 2016. Alors, qui est le méchant dans ce film? Le méchant, c'est Zemo. Mais en fait, il est pas très méchant, Zemo. D'ailleurs, il a une tête toute mignonne. On dirait qu'il joue dans un film social allemand. Daniel Brühl. Daniel Brühl, ouais, est tout mignon. Et alors, qu'est-ce que c'est son grand projet de méchant? C'est de retourner les super-héros les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que il a pas la force de les vaincre en face à face, parce qu'il a aucun pouvoir surhumain, et surtout parce que il est contre les super-héros. Parce qu'il les trouve trop parfaits, parce qu'il les trouve élitistes, et parce qu'il trouve que ils vivent au-dessus des lois et au-dessus des conséquences de leurs actions, et que ça retombe tout le temps sur le peuple, et du coup il est fâché contre l'idée même de super-héros. C'est pas très méchant ça. Et comment est-ce qu'il va faire pour essayer de déclencher un peu le bazar parmi les gentils? Il va planifier l'assassinat d'un roi. Jusqu'ici bon, ça va. Ça va. Tradition française. C'est ça, le méchant c'est un homme simple, c'est un représentant du peuple, il critique l'impunité des puissants et ça le dérange pas de sacrifier un roi pour défendre ses idées. Donc, si on veut synthétiser sa pensée politique, on peut dire que Zemo, c'est le révolutionnaire démocrate. C'est l'héritier de 89. C'est exactement ça. Deuxième fois que ça me fait ça, c'est dans Black Panther, en 2018, film de Ryan Coogler. Le méchant, c'est Killmonger. Alors, c'est l'antagoniste du héros. On peut dire qu'il représente... déjà, quand même. Ouais, c'est Killmonger. c'est un peu Malcolm X qui serait opposé à Martin Luther King. Beaucoup de gens ont dit ça par rapport au film. Ouais. Et alors, la scène qui présente ce méchant, c'est un casse dans un musée des arts premiers à Londres, que d'ailleurs le film assume pas de nommer British Museum, mais c'est ça en gros. Ouais. Et donc Killmonger, il arrive, il demande à voir la spécialiste des objets d'Afrique de l'Ouest. Elle arrive. Il la regarde un peu de haut en bas et elle est blanche et on comprend que c'est ça que veut nous dire le film. Et donc il lui explique que ses ancêtres à elle ont volé des objets à son peuple et que et qu'en fait ils lui appartiennent. Et puis après les acolytes de Killmonger arrivent, ils tuent tout le monde et il peut récupérer des œuvres d'art qui appartiennent à son peuple. Donc lui, si on veut résumer son idéologie, vous diriez quoi? Comment vous l'appellerez? Lui, c'est quoi? Wokiste. C'est quand même il tue quand même sa copine. Il y a un féminicide dans l'histoire. Ouais. Non mais attends, tu vas voir. Après, il devient méchant. Mais mon idée, c'est comment est-ce qu'il les présente. Ouais. Oui, parce que ça, c'est le début du film. C'est le début. C'est vrai. Donc, c'est difficile de pas adhérer. Jusqu'à ce qu'il tue tout le monde, c'est difficile de pas adhérer au retour des objets. Ouais, et puis dans le musée, il tue des gardes. Voilà, bon, tuer des gardes, ça va. Bon, on pourrait dire c'est le wokiste, on pourrait dire c'est le militant décolonial. Oui. Voilà. Personne n'avait répondu sérieusement à ta question, désolé. C'est pas grave. J'essaie de vous faire des quiz, mais bon, j'ai pas le talent de Raph. Troisième exemple, c'est dans la toute récente série Falcon and the Winter Soldier 2021, réalisée par Caris Cogland. Là, on a un groupe activiste qui s'appelle les Flag Smashers. Alors, j'arrive jamais à retenir le nom parce que il est un peu pourri ce nom, mais le groupe est intéressant. Donc, la leaduse de ce groupe, c'est Carly. La série, pour la situer, se déroule 6 mois après le blip. Donc, c'est cette fameuse crise où 50% de la population mondiale a disparu pendant 5 ans à cause du Titan, là, dont on parlait tout à l'heure. Et pendant ce blip, il y a eu une aide humanitaire importante qui s'est déployée. Il y a eu des millions de réfugiés qui ont été accueillis dans des pays riches. On leur a donné des papiers, un travail.
Et puis, on nous dit dans cette série qu'une fois que la crise s'est terminée, tout le monde est retourné chez soi. Et ils ont même créé le CMR, donc le Conseil mondial du rapatriement. Ou de remigration, peut-être, on pourrait dire aujourd'hui. Donc, quel est le projet de la méchante, Carly? Voler des médicaments, accueillir les réfugiés et faire des attentats pour forcer les gouvernements à prendre en compte la crise migratoire. Et la devise de ce groupe de super méchants, c'est un seul monde, un seul peuple. Donc, bon... Là, voler des médicaments, c'est avec le débat sur la privatisation des brevets. J'ai cru que sa devise ce serait « On vous souhaite tout le bonheur du monde », ça aurait été drôle. Ouais, donc les flag smashers, on pourrait dire c'est les altermondialistes. Ouais. Ou c'est les activistes, je sais pas, anarchistes, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, peut-être on pourrait dire ça, les altermondialistes. Donc l'idée, c'est que dans les 3 films, au début, il y a un flou un peu moral sur leur orientation politique. On ne sait pas tout à fait si c'est des méchants ou pas. À chaque fois, leurs motivations sont présentées avec sérieux et pas moquées. On les écoute, ils présentent leurs valeurs et tout. Dans le cas de Carly, par exemple, c'est vraiment difficile de savoir si c'est une méchante. Moi, j'avais vraiment un doute pendant la série. Et puis, il y a un moment où ils vont faire un truc et le film tranche. Là, le vilain ou la vilaine commet un acte impardonnable. Soit tuer quelqu'un de sang-froid, tuer quelqu'un dans le dos, avoir un accès de rage, sacrifier un innocent. Ben, un truc vraiment qu'on peut pas se dire ah non, on est plus d'accord, ou tuer sa copine, voilà, comme tu disais. Et là, ça ouvre les vannes. Et du coup, c'est bon, Marvel, là, il sait où mettre les pieds. On part sur la scène d'action classique, et puis on sait où sont les gentils, on sait où sont les méchants, et puis les gentils peuvent taper, et voilà. Et le problème de faire ça, c'est que d'un coup, on se dit ah, mais les discours progressistes depuis le début, là, les idées de gauche, en fait, c'était les idées des méchants. Donc du coup, pour Marvel, être activiste, être solidaire, être anti-élitiste, c'est violent et donc c'est mal. Ouais, vouloir donner des médicaments à tout le monde, c'est pas gentil, quoi. Bah, c'est la pente glissante vers la violence. Mais je crois pas que ce soit aussi simple, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même, il y a un long moment où le film a pas vraiment décidé. Et si on résume, on a quand même 3 thèses politiques de gauche, même assez intéressantes. Si je les résume, la première, c'est les puissants ne peuvent pas ignorer les conséquences de leur choix sur le peuple et ils ne devraient pas échapper à la justice. Et d'ailleurs, quand Captain America interroge Zemo sur ses motivations, il lui demande mais c'est quoi, c'est une affaire de vengeance, est-ce que t'as perdu quelqu'un? Et là Zemo il lui répond j'ai perdu tout le monde. Donc j'aime bien cet échange parce que Captain America, lui, les seules valeurs qu'il peut avoir, c'est des trucs individualistes, c'est ses intérêts personnels. Et Zemo il lui répond les intérêts du peuple. Donc là il y a quelque chose, il y a un dialogue un peu de sourd, mais on présente quand même un dialogue où Zemo il a des vraies motivations sérieuses. Ensuite, la deuxième thèse qui nous est présentée, c'est les pays africains peuvent se réapproprier des objets confisqués pendant la colonisation et il n'est pas normal que ces objets soient dans des musées européens. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tellement injuste et le racisme est tellement encore présent que ça peut conduire à vouloir défendre ses idées par la violence et par le meurtre. D'ailleurs, là, c'est le cas de Black Panther, donc tu parles des pays africains, mais dans le cas du British Museum dont tu parlais, c'est pas seulement les pays africains qui sont c'est vrai, bien sûr. concernés, hein, y compris même des pays européens comme la Grèce et tout ça. C'est clair. Ouais. Et quand tu dis ça, moi, ça me fait penser à Magneto, qui est un autre personnage de Marvel qui, justement, dit les mutants, on sert de cobaye, on se fait martyriser, on est rejeté, donc maintenant on va se défendre. Il y a un peu ce côté Malcolm X, Magneto et Xavier qui serait Martin Luther King. Ah ouais, complètement. C'est vrai. Et la troisième idée, c'est la communauté internationale doit déployer une politique sociale et solidaire envers des réfugiés et pas faire de préférence nationale. En fait, c'est des discours qui sont quand même pas très courants dans des blockbusters. Alors nous, entre islamo-gauchistes déconstruits, on se dit bon, ça casse pas des briques, ça va quand même pas très loin. Mais en fait, c'est quand même des super productions qui s'adressent à un public très large et qui ont décidé de représenter ces discours et même de les adresser aux concernés, puisque on sait que Black Panther, il s'adresse quand même à la communauté afro-américaine. Et d'ailleurs, je sais pas si vous aviez suivi, à la sortie du film, il y avait quand même des images super émouvantes de personnes noires qui sortaient du visionnage et qui étaient hyper émues et qui disaient ah ok, c'est ça que ça vous fait de vous identifier un super-héros, c'est la première fois et voilà. Autre argument, on sait que dans les Marvel, les super-vilains, ils sont quand même très populaires aussi. C'est des personnages que le public apprécie. Donc c'est pas rien de leur faire avoir des discours de gauche. On peut penser par exemple à Loki, qui est évidemment le personnage préféré de tout le monde, j'espère. Il a eu sa série, c'est clairement le personnage le plus intéressant des films Thor. À côté de ça, les autres paraissent fades et niais. Tout le monde préfère Loki à Thor. Et donc, c'est pas anodin de décider de mettre le discours de gauche dans la bouche des vilains.
On imagine maintenant une série entièrement consacrée à Killmonger où il va chercher des œuvres d'art en mode Arsène Lupin dans tous les musées du monde et où il y a quasiment pas d'action, c'est juste une série d'infiltration. J'adore. C'est génial. Ouais, ça serait cool, ouais. Mais je suis pas Tu sûre. pourrais faire un anti-Tomb Raider comme ça aussi, où elle C'est essaye ça. de ramener Elle les remet les artefacts trucs dans dans les les temples. temples. Ah oui. Ou un anti-Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Sa place est dans nos musées. C'est carrément. Voilà. Ouais, donc ce que je me dis, c'est est-ce que ce que Marvel essaye de nous dire, c'est que les valeurs de gauche sont si fortes et si importantes qu'on est prêt à devenir méchant et méchante pour elles. Et parce que ces valeurs-là, elles nous dévorent et donc elles amènent la violence parce qu'elles sont une réaction à un monde qui est violent. Évidemment, bien sûr que non, Marvel veut pas dire ça. Marvel veut vendre des jouets et veut vendre des gros films. Mais moi, je me dis, on peut comprendre ces films comme ça. Et quand j'entends un discours décolonial dans une super production, je me dis que ça fait quand même avancer les choses, c'est pas mal. Parce que de toute façon, la lutte, elle avance toujours en souterrain. C'est une guerre culturelle. Et évidemment qu'on va pas avoir demain un blockbuster communiste, féministe, intersectionnel à Hollywood. Mais bon. Je pense que c'est quand même mieux de représenter des idées de gauche portées par des vilains que de pas les représenter du tout. Et, hypothèse, si ça se trouve, c'est un projet conscient de la part de certains et certaines scénaristes qui travaillent à Hollywood. C'est possible. Ouais, ça me paraît assez crédible, ça, parce que tu te moquais de nous en disant qu'on était des wokistes islamo-gauchos, mais les scénaristes aussi. C'est vrai, c'est les plus de gauche d'Hollywood, ouais. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, ça me semble assez crédible. C'est parce que c'est les plus mal payés. Hein. C'est pour ça que c'était les premières victimes du McCarthyisme aussi. Ah oui. Et puis récemment, le grand mouvement social de l'audiovisuel américain, c'est la grève des scénaristes. Plein de choses qui vont dans ton sens à toi, effectivement. Juste pour ajouter à ce débat, évidemment, on pourrait piocher encore longtemps des exemples, parce que comme tu l'as dit, il y a 27 films et 5 séries. Hein. Moi, je pensais à... J'ai arrêté au bout de quelques saisons parce que c'est très long, mais la série Agents of S.H.I.E.L.D., où donc le S.H.I.E.L.D., qui est, je sais pas, un équivalent de la CIA, quoi. Avec plus de gadgets. Oui, c'est ça. Et d'abord gentil, parce que c'est le S.H.I.E.L.D. de Phil Coulson, et Coulson, il est vraiment super gentil, c'est vraiment l'archétype du héros gentil, quoi. Et en fait, on se rend compte que S.H.I.E.L.D. était depuis le début infiltré par les méchants, qui sont Hydra. Puis Hydra, là, comme tu disais, Arkani, ils sont littéralement calqués sur le Troisième Reich. Ils disent « Hail Hydra » et puis ils lèvent la main en l'air. Et ça se retourne encore, puisqu'on récupère S.H.I.E.L.D. qui repasse aux mains des méchants, etc. C'est presque caricatural, c'est très assumé dans cette série-là de dire « Ok, on peut passer de gentil à méchant sans changer l'étiquette, qui est toujours le S.H.I.E.L.D. » Et ouais, et donc ça se retrouve dans d'autres films, effectivement. J'ai vu cette semaine, là c'est pour contrer l'argument des gens, et on en lit beaucoup, notamment sur le Twitter de Une Invention Sans Avenir, qui nous disent oui, mais il faut arrêter de voir de la politique dans les œuvres. C'est des œuvres. Ouais, arrêtez de tout politiser là. On va arrêter. Ah pardon, ouais, on arrête. Ah ouais, c'est ça. Ah bah ok, c'est fini, on ferme la boutique. Allez, salut, à la semaine prochaine. Ah bah non. Non, mais ça- Mais quelques jours avant qu'on enregistre l'émission, j'ai vu sur le compte Facebook de Greenpeace UK le partage d'un mème à ce sujet exactement, mais avec des personnages d'ici et pas Marvel. Je vous le partage en un mot. Ça montre une image de Mr. Freeze et Poison Ivy d'un côté, il y a Batman de l'autre côté, et puis le mème dit un commentaire, alors je le traduis un peu à l'arrache comme ça, mais genre... Il essayait de refroidir la planète, elle essayait de replanter les forêts et il voulait qu'on se range du côté du milliardaire de la finance. Et voilà, c'était un petit parallèle avec... Cette lecture-là peut-être marcher aussi avec DC, mais bon, si les films récents de DC étaient meilleurs, on en reparlerait. Raph, toi qui as vu aussi beaucoup de Marvel. Ouais, pas mal, ouais. Non, mais ça m'a bien intéressé. Et c'est vrai que j'avais remarqué aussi ce truc d'un coup, il y a vraiment le film qui tranche et qui leur fait faire un truc impardonnable. Ça m'a vachement rappelé ce qu'il y avait eu, la polémique qu'il y avait eu il y a quelques années quand Lucas avait sorti le remaster des premiers Star Wars et qu'il avait refait le montage du Han Solo Shot First. Ah oui. En fait, où donc pour vous replanter vite fait, c'est dans le premier épisode où Han Solo tire sur un des contrebandiers qu'il poursuit, je crois, c'est quelque chose comme ça, un créancier. Et en fait, le film était cool un peu pour ça aussi, parce que d'un côté, t'avais un mec qui était pas menaçant et que le héros le bute de sang-froid au bar
pour s'en sortir. Et en fait, Lucas a pas du tout assumé ça parce que justement, ça fait méchant de buter un innocent qui est juste le messager, etc. Alors que lui, il avait besoin d'un gentil. Et le gentil, bah, il tire pas en premier, quoi. C'est comme ça. C'est un code hyper ancien, des westerns aussi classiques. Voilà. Dès qu'il y a un petit peu d'ambiguïté morale, et ben, le méchant, il va buter des géants comme ça. Il va frapper un enfant ou je sais pas quoi, un truc que personne pourrait accepter. Et hop, ça passe, quoi. Et là, on a tranché. Ah oui, c'est la grande leçon de Rambo. They drew first blood. C'est eux qui ont versé le sang en premier. Exactement. Donc Rambo, c'est le gentil du film. Parce que c'est pas lui qui a commencé. Oui, donc en fait, c'est toujours c'est qui a commencé, quoi. Ouais. Arcani, est-ce que tu as un droit de réponse, de prolongation autour de Thanos ou d'un autre des personnages dont on a parlé? Non, on a évoqué les personnages d'ici. Je pense à la trilogie Batman de Nolan, où Bane pourrait avoir ce côté un peu il met en place un tribunal populaire, il veut renverser les riches. Mais en fait, ça vire très vite au populisme fascisant, parce qu'il parle de décadence aussi, des choses comme ça, et finalement, c'est pas un vrai tribunal populaire, c'est une espèce de mascarade d'exécution. Donc là aussi, il est dans le flou. Par contre, le Joker, quand il a un côté un peu, quand il s'assoit sur la pyramide de billets là et qu'il brûle tout, là, il y a un côté déjà un peu plus, je sais pas, anarchiste. Oui, il montre l'hypocrisie aussi du crime organisé en mode, vous êtes juste, vous valez pas mieux en fait. Il dit à Batman, tu peux pas exister sans moi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Oui. Et on va laisser Bane en suspens puisque je sais déjà qu'on va en reparler tout à l'heure, mais on reviendra peut-être là-dessus. Cédric, est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin sur ce débat en tant que philosophe? Est-ce que tu as une conclusion éclairante à La ce sujet? conclusion, le point de vue de Sirius, un peu. Non. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que finalement, tu posais la question à Arcani de comment on reconnaît les méchants, et tu parles d'esthétique fasciste. Du coup, forcément, il y a une esthétique viriliste qui est associée à ça, quoi. Mais il se trouve que j'avais lu un article dans un site que j'aime bien qui s'appelle Le Cinéma et Politique, que vous connaissez peut-être, dans lequel il était justement question des méchants, notamment dans les Disney, et la manière dont, au contraire, d'une certaine manière, ils sont entre guillemets féminisés. En tout cas, on leur associe des traits stéréotypés féminins. Mais j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on a une esthétique un petit peu différente, quoi, qui serait un petit peu l'opposé de l'esthétique viriliste fasciste qu'on pourrait voir dans les méchants que tu citais, quoi. Et on est en train de planter la suite de l'émission d'une manière prodigieuse. Là, Raph se dit, vous imaginez même pas. On n'a pas trop spoilé. Je pense qu'au contraire, on a pavé la voie pour la suite de l'émission. C'est ça qui est bon. En fait, je repense juste à la petite sirène, mais la méchante, c'est Ursula. Et qui a été calqué, les créateurs ont dit, en fait, on s'est inspiré de Divine, donc qui était l'acteur travesti fétiche de John Waters, qui rejoint ce que tu dis, en fait. C'est presque queer coded à ce stade. Tu crois pas si bien dire. Arrêtez de spoiler la chronique de Raph. C'est ça. Arrêtez de spoiler ma chronique, vous faites chier là. Oh, on avait dit vous arrêtez, vous laissez parler. Ça y est, le côté méchant qui ressort. C'est ça. Raph devient méchant quand on spoil sa chronique. Il va nous dire que tout va bien se passer. Oh. Moi, j'aurais pas apprécié. D'être comparé à Darmanin. Méchant. Bah, toi, t'as moins de risques. C'est vrai. Ouais. Darmanin, qui est le personnage de Gérald Darmanin, est calqué sur celui de Nicolas Sarkozy. Les scénaristes n'ont pas fait beaucoup d'efforts, si vous voulez mon avis, à ce sujet. Bon, avant qu'on spoil toute ta chronique, Raph, je vais te donner la parole, mais pas pour ta chronique, puisque aujourd'hui c'est un quiz, mais plutôt un quiz façon test de psychologie magazine. Ouais, ou de Topito, si vous voulez. C'est ça. Ouais, exactement. Et ben, en fait, je vais vous proposer un petit test de personnalité comme on en trouve sur Internet, mais peut-être en mieux, je sais pas, vous me direz. En fait, mon idée, c'était effectivement de partir sur le truc dont Cédric parlait tout à l'heure, à savoir les méchants de Disney, et de poser un petit peu cette question, voilà. Et vous, quel méchant de Disney êtes-vous? J'adore. C'est simple, je vous pose des questions, vous avez 4 réponses, vous me dites celle que vous choisissez, et puis je vous ferai votre psychologie personnalisée à partir de ça. Ah, c'est toi qui notes les triangles et les ronds? Ouais, exactement. J'ai plein de petits triangles, j'ai une feuille avec plein de triangles de ronds, là, et vous allez voir, ça va décaper. Ah, c'est trop bien. Première question, la meilleure manière de tuer tes ennemis, c'est plutôt les écorcher vivants, les donner à manger à tes animaux maléfiques, la décapitation ou
les brûler sur le bûcher. Quand on lui coupe Oh, la tu l'as tête. tellement bien fait, là. J'ai envie de brûler, du coup. Les autres? Moi, je donne à manger aux animaux maléfiques. Moi aussi. Pareil, parce que comme ça, ils sont rechiés derrière. D'accord. On reconnaît les végétariens qui veulent donc donner à manger à des animaux. Oui, puis j'avais bien envie de me voir en méchante avec une tribu d'animaux maléfiques derrière. Alors, ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai. pas mal. Il n'y a pas un quiz après. Quel est votre animal magnifique Ouais, on verra. Deuxième question. C'est quoi ton animal de compagnie, justement? Ah, Justement. Est-ce que c'est un vieux lézard séché au soleil, une chèvre héroïnomane, un chat avec la moustache de Hitler ou un ours blanc empaillé? Ah, la chèvre. La chèvre pour Cédric. le ouais. chat, moi. Moi, je vais prendre l'ours blanc. C'est plus québécois. Et toi, Arcani? La chèvre héroïnomane, c'est me plaît beaucoup. C'est pas mal, hein. Tu peux faire une histoire entière là-dessus. Vous êtes deux sur la chèvre. Ah. Pour l'instant, Alice et Arcani sont le même méchant. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais... Non, j'ai pris le chat, moi. Ah mince, je me suis trompé. C'est pas grave. On a tous des réponses différentes. On continue. C'est pas si mal. Pour toi, c'est quoi la pilosité idéale? La petite moustache fine et distinguée? Le gros nounours avec des poils partout sur le visage? Barbe moitié noire, moitié blanche, à la Édouard Philippe? Ou 100% glabre comme au premier jour? Ah, moi, c'est la petite moustache fine et distinguée. Ah, pareil. Pareil pour Cédric. La barbe bigou. Ah, Et toi, Robin? Bah, ouais, moi j'ai envie d'aller aussi avec Édouard Philippe, moitié noir, moitié blanc. Mais ce qui est le plus réaliste d'ailleurs, pour ce qui me concerne. C'est vrai. Question suivante. Tu préférerais coucher avec quel homme ou femme politique? Marine Le Pen? Mmh, Philippe de Villiers? Nicolas Sarkozy? Ou Christine Boutin? c'est affreux. elle est dure, celle-là. C'est horrible. C'est quoi le rapport avec Disney, là? J'ai du mal. C'est encore plus dur que les trucs. C'est quoi le pire C'est impossible, il y a personne qui se de- détache du lot. Vous allez pas esquiver là, il faut répondre. Oh là là. Bah, on va faire par élimination. Hein. Une partouze avec les 4, alors. Alors, Cédric prend les 4 déjà. Alors j'ai appris, ça avait été médiatisé à une époque que Nicolas Sarkozy suivait des cours d'une certaine gymnastique et ça avait été relayé dans la presse, un exercice avec les grosses boules un peu rebondissantes là. Ah oui, pour le périnée. Voilà, je sais que ça sert pour le périnée. Donc, ça pourrait sous-entendre qu'il finit vite. Donc, quitte à coucher avec une personnalité politique qu'on déteste, autant que ça dure le moins longtemps. Ah, waouh. Donc, Nicolas Sarkozy. C'est incroyable comme raisonnement. Mais moi j'ai souvenir de l'invitation dans le grand journal de Canal+, qui avait invité la coach périnée de Sarkozy. Mais non. Non, ça a été. Non, je te jure, ça a été vraiment médiatisé à ce point-là. Incroyable. Ouais. En fait, c'était la coach sportive de Sarkozy qui avait raconté qu'il faisait des exercices de périnée. Et je ne sais pas pourquoi j'ai retenu cette information dans la vie, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui auraient pu effacer cette information. En tout cas, vous êtes plusieurs à avoir retenu cette info, c'est vraiment ultra suspect. Bref, Bon, en attendant, vous avez pas répondu, hein, à part Arcani. Bon, moi, je vais prendre Marine Le Pen. Allez, Marine Le Pen. Robin? quand même, si tu couches avec Sarkozy, t'es à un près d'avoir couché avec Carla Bruni. Le raisonnement. Non, je vais prendre Marine Le Pen aussi par défaut, mais vraiment défaut. Ouais, c'est vraiment par défaut. Ouais. Et toi, Cédric? Oulala, c'est dur. Bon, allez, Christine Boutin, il faut bien quelqu'un y ait. Putain, c'est parti. Non. C'est très cohérent avec le reste de tes réponses. Mais Christine Boutin, elle a l'âge de ma mère, je trouvais ça trop malaisant, quoi. Oui, puis il y a moyen qu'elle veuille pas coucher aussi. Oui, c'est que entre cousins pour elle. Ah oui, il va falloir se marier Justement. et tout avant. Et là, t'as Philippe de Villiers tout seul dans son coin qui pleure. Ouais, il est vraiment trop triste, Philippe de Villiers. Alors, question suivante. Laquelle de tes activités passe avant toutes les autres? La messe du dimanche, la chasse du dimanche, le défilé militaire du dimanche ou l'exécution publique du dimanche? Ah mais en fait, on est vraiment pas méchants. Hein. Le fait qu'on n'arrive pas à répondre aux questions. Faites un effort. C'est dur, là. C'est dur. Le défilé militaire, parce qu'il y a souvent des accidents ou des ratés, et c'est drôle. Ah, tu me fais plaisir. Et je guette la bourde. Moi, je vais dire la messe, mais c'est une vie antérieure Ouais. pour ce qui me concerne. Mais La messe, ouais. On doit pouvoir dormir, ça doit être pas mal. et puis il y a à manger. Ah oui, bien. Cédric? La messe. La messe aussi, allez. Et toi, Alice? Moi, je vais prendre l'exécution publique parce que je joue trop aux jeux vidéo, donc je suis devenue un peu violente. Ouais. Attends, ceci dit, la chasse, tu peux la faire foirer. En tuant les chasseurs, tu veux dire? Ah. Ils le font déjà de base. Non, juste, tu fais trop de bruit, les animaux se barrent. C'est vrai. Puis c'est une activité de plein air.
Ou alors, tu peux donner un chasseur à manger à tes chiens maléfiques. Attends, j'hésite là maintenant. Ah, c'est trop tard. Non, on c'est change trop tard. pas. Hein. Arcani, t'es très défilé militaire, je suis sûr. Si. Et on va passer à la dernière question, les amis. Quelle est ta devise? Est-ce que c'est au-dessus de tous? Il est battu par les flots mais ne sombre pas. La vérité dans la charité ou croire, obéir, combattre. Alors je vais prendre au-dessus de tous parce que au-dessus de tous c'est un petit peu matriarcat, hein, parce que c'est de tous et pas de toutes et tous. Joli. Très bien. Joli. Les autres? La vérité dans la charité, il y a deux concepts philosophiques, ça doit le faire. Waouh. Moi aussi, je vais prendre ça, la vérité dans la charité, mais c'est très judéo-chrétien, mais bon. Écoute. C'est pas très méchant. Hein. On sent que tu es rattrapé par ça. Hein. Ah non, mais moi, Ouais, c'est j'étais vrai. à l'école privée et tout. Et t'avais pris la messe tout à l'heure aussi, non? Ouais, non, mais... Tu serais pas en train de nous faire un Ouais, coming out y a- catho, là? Il y a un pattern qui se dessine. Ah non, mais c'est là. pas un coming out. Hein. J'ai été catho, mais alors ça a pas duré longtemps. Hein. Et toi, Arcani, t'as pas répondu sur ta devise. Battu par les flots mais ne sombre pas. Allez, c'est parti. Parce que j'aime beaucoup les pirates. Eh bien, c'est terminé et vous allez maintenant avoir le droit à vos résultats. Alors, qui veut moi, commencer? Moi, je suis trop un méchant catho, moi. Alors, en fait, tu as pas mal de points sur le catho, mais c'est pas celui-là ton principal, Ouf. Robin. Ouf. Toi, tu es Cruella des 100 dalmatiens. Ah, j'adore Je l'idée. te fais ton petit C'est cool. La ton chance. petit pitch personnalisé. Cruella. Je suis le mieux habillé, déjà. Exactement. Ouais. Cruella, depuis que tu as été entartré par des militants de L214 au salon de l'agriculture, tu as totalement arrêté de pisser sous la douche et de mettre le carton dans la poubelle jaune. Tu roules dans Paris en Jeep Renegade et tu te gares sur les pistes cyclables comme un gros con. Oh non, ça tout le monde sait que c'est faux. La seule chose que tu aimes plus que tuer des animaux pour le plaisir, c'est tuer des animaux pour la fourrure. D'ailleurs, tu es actionnaire de LVMH à 24%. C'est-à-dire moins que Bernard Arnault, mais juste au-dessus de Catherine Deneuve. Et ouais, chez les bourgeoises aussi, il y a de la concurrence. Oh là Bravo là, à toi. j'adore. Magnifique. Tu devrais changer ta bio Twitter. Hein. Et alors, la personne qui était vraiment le méchant catho, eh bien, c'est Cédric. C'est qui est Cédric, ultra bah oui. cohérent. Ah. Tu as 5 réponses sur 6 qui pointent vers Frollo de Ah, bah Notre-Dame oui. de Paris. Dieu. C'est ça. On l'a vu venir. Frollo, tu es connu sous le pseudo 69 la Bible sur le forum blabla 1825 de jeuxvideo.com. Oh. C'est là que tu passes tes jours et tes nuits quand tu n'es pas à l'église. Tu es très fier de ta signature sur le forum. C'est un poème que tu as écrit toi-même. Ça dit « Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel ?» Ah oui, j'ai oublié. Tu n'es pas seulement un connard d'incel, tu es aussi un gros gothique. Peut-être un jour tu réussiras à pécho avec ton style prêtre dépressif fan de manga. Mais honnêtement, c'est pas sûr. C'est tout à fait Cédric. Ah bon. Hein, alors là, Donc prête dépressive, d'accord, je retiens. Not all got. Voilà. Ouais, alors moi si j'étais toi, j'éviterais de la ramener Arcani parce que tu vois, ça s'est pas joué à grand chose, mais tu es Scar du Roi Lion. Ah. Le fasciste. Le fameux. Je voulais être Captain Crochet. Scar, ton blaze veut dire cicatrice parce que tu as une cicatrice sur l'œil. Trop classe, non? C'était ton idée pour te donner un petit côté bad boys, sauf qu'à la place de Will Smith, on mettrait genre Clint Eastwood ou Donald Trump. D'ailleurs, c'est ton idole. Tu aimerais bien faire comme lui et prendre la place de ton frère Mufasa sur le trône. Avec ton frère, vous êtes d'accord sur un truc, vous aimez dominer le monde, sauf que lui, il fait des partous au Puy du Fou avec Madame de Pompadour, pendant que toi, tu bois des 8-6 à la sortie des meetings de Zemmour dans l'espoir d'être repéré et d'intégrer un commando de mecs virils et puissants. Bref, vous avez pas le même maillot, mais vous avez la même passion. Peut-être que vous pourriez essayer de vous réconcilier. C'est tout à fait toi. Ben oui. 100%, bien sûr. Moi, je l'ai reconnu. Ah, c'est magique. c'est dur. Après, est-ce que la 8-6, c'est pas un truc plus à gauche? C'est de gauche, la 8-6. Hein. Oh, comment ça essaye de se rattraper. Ouais, essaye de trouver un truc. C'est pour faire oublier que t'es un gros facho. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je préfère le terme de... Et alors, je suis embêté pour Alice parce que Alice, t'es précisément entre 3 personnages. Ah, Tu wow. en as 2 de chaque. Alors j'ai le droit de choisir, peut-être. T'as un peu de Scar et t'as un peu des 2 autres qu'on n'a pas encore écoutés. Ah, c'est nous qui Justement. allons voter, alors. Donc, est-ce que tu es plutôt le capitaine Crochet? Tout le monde croit que tu veux tuer Peter Pan et réduire en esclavage les enfants du pays imaginaire, mais en vrai, tu t'en fous. C'est juste que ces petits merdeux se moquent de toi à cause de ta main en moins et du fait que tu es un adulte, et ça, c'est pas cool.
c'est de l'agisme et du validisme. Alors bon, tu vas quand même pas te laisser faire. Sinon, ta vraie passion, c'est le glow-up. D'ailleurs, tu en as pour plus d'une barre de fringues sur toi et t'es toujours super bien rasé. Bref, éternel incompris. Franchement, ça colle, hein. Ça sonne très prof quand même. Hein. Ouais, carrément. Les élèves qui se foutent de ta gueule. Éternel incompris aussi, hein, c'est pas mal. Et sinon, tu es aussi un peu la reine de cœur. Tu es une femme de pouvoir, tu aimes aplatir les hommes, littéralement. Et avec toi, le choix est simple, la soumission ou la mort. Ton ambition est sans limite, au point que quand tu es invité chez Hanouna, tes contradicteurs ont tendance à dire « Oh, dis donc, le féminisme, ça va quand même un peu trop loin. » Alors en général, tu préfères rester toute seule, comme Laurie. Si tu n'étais pas aussi instable psychologiquement, peut-être que tu aurais une chance de profiter de ta richesse pour t'amuser un peu. Mais en fait non, parce que tu as exécuté tous tes amis. Peut-être que tu pourrais essayer de t'ouvrir un peu aux autres et accepter la contradiction. Non. Ça lui va aussi. C'est les deux meilleurs portraits. Je vais prendre la reine de cœur. Hein. Ah ouais, c'est plus classe. Mais bon. En plus, je m'appelle Alice, donc... Bah oui. Ça aurait été dommage que tu sois pas ex aequo parce qu'on n'aurait pas pu entendre les C'est portraits, les 5 portraits. Donc on dirait ça presque valait que le coup c'est fait aussi. exprès. Ouais, peut-être. Oh. Ce qui est incroyable, c'est que Raph, t'es aussi bon à rédiger des fausses bios et des faux quiz Biba que des scénarios de films nord-coréens. Je veux dire, c'est pas prof qu'il faut que tu fasses, Raph. C'est scénariste pour vrai, là, ou écrivain, journaliste. Là, il y a quelque chose, là. Bah écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on commence à me le dire, donc je vais finir par y réfléchir sérieusement. De toute façon, c'est à peu près aussi bouché comme carrière, scénariste et prof à l'université, donc bon. Voilà. Et tu serais qui, toi, comme méchant? Parce que toi, tu t'es pas mouillé. Du coup, moi, il me reste le capitaine Crochet que personne n'a choisi, donc je vais prendre celui-là. Il est pas mal quand même. Ouais, il y avait vraiment Moi, la j'aime bien. twist prof au début quand même. J'ai vraiment de l'empathie pour le capitaine Crochet. Vraiment, il mérite pas ce qui lui arrive. Mais c'est vrai, est-ce que c'est vraiment un méchant? Bah, je sais pas. Il y a les théories sur Peter Pan, c'est un méchant parce que il abandonne Parce que les c'est un enfants psycho, perdus oui. une fois qu'ils ont grandi et je sais pas quoi. Bref, je suis pas très... Et en plus, après, il devient de droite. Alors clairement, dans la pièce d'origine, il est dur, Peter Pan, il est arrogant, il tue des enfants perdus. C'est ça, hein. C'est pas le gentil de l'histoire. Hein. Mais après, il devient Robbie Williams. Donc, Et là, on peut plus rien dire, il est gentil. ouais, on peut Tout plus à- rien dire de toute façon. Si c'est joué par Robin Williams, c'est que c'est un gentil. Ça, on l'a pas dit jusqu'à présent, mais... Contre-exemple, photo-obsession. Ouais, mais il est attachant. Attachant. Mais c'est un sociopathe. En tout cas, je constate que Alice, on lui a donné le choix entre Crochet et une vraiment méchante, et elle a pris la méchante. Hein, donc, je peux pas balancer, mais... Pourquoi es-tu aussi méchante? Ah bah merci Raph. bah, de rien. Tes portraits étaient définitivement bien brossés. Sublime. Ouais. On s'est reconnus. On s'est reconnus. On en a appris beaucoup, les uns des autres aussi, à cette occasion, mais c'est correct. Un peu trop. Ah ben on va continuer, on a parlé de beaucoup de méchants, on a parlé du capitaine Crochet et de Marine Le Pen, en se demandant comment les films terrifiants représentent le mal, puisque on a déjà beaucoup parlé des films de science-fiction, des films de super-héros, mais qu'en est-il donc dans les films qui font peur, qui sont faits pour faire peur? C'est Cédric qui se pose cette question. Et Ouh. oui, et oui. Alors je me pose cette question en parlant de films terrifiants. Alors je vais m'intéresser plus particulièrement à certains films d'horreur, mais j'ai un peu de mal à utiliser ce terme parce qu'il y a toute une philosophie de l'horreur qui devient maintenant un petit peu précise et il y a tout un tas de questions sur ce que c'est que l'horreur, comment distinguer les films d'horreur des autres, de quelle spécificité ça a. Du coup, je vais pas trop m'embarrasser avec toutes ces questions de frontières entre films. Donc, je vais parler de films terrifiants en général et de films qui font peur et de la manière dont ça véhicule souvent une certaine ou plutôt certaines idées du mal. Alors du coup, dans les films terrifiants, il y a souvent un monstre, mais ce monstre, c'est pas du tout le même que le monstre des contes de fées, c'est pas du tout le même que les monstres qu'on peut voir dans certains dessins animés. Du coup, qu'est-ce qui caractérise les monstres dans les films terrifiants ? Eh ben, un premier truc qui est très net dans tous ces films, c'est que le monstre des films terrifiants, on peut pas parler avec lui. Il n'y a pas de dialogue possible. On peut rien dire. Pas... Taisez-vous Taisez-vous c'est ça. Donc, c'est pas possible. Le dialogue est impossible. Et du coup, si on compare avec d'autres méchants qui sont pas des monstres au sens propre, en fait, on voit vraiment la distinction. Par exemple, dans des films comme American History X.
ou Scarface. On a des figures de méchants, mais ces figures de méchants, finalement, elles sont susceptibles de mener un dialogue. Il y a d'ailleurs des dialogues dans le film, il y a des reconversions dans American History X. Et en fait, on est dans une figure du mal qui, en philosophie, s'apparente à ce qu'on peut appeler l'intellectualisme moral, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, agir bien, ce serait lié à bien juger. Et du coup, mal agir, faire le mal, ce serait lié à des mauvaises manières de penser, des fausses représentations, des mauvaises représentations. Du coup, on pourrait repérer l'erreur de jugement qui serait la source du mal. On pourrait éventuellement la rectifier, on pourrait éduquer moralement. Un dialogue serait possible. Et du coup, derrière le mal, ça serait des préjugés, un aveuglement idéologique ou toutes sortes de choses, quoi. Mais dans les films terrifiants, dans les films surtout d'horreur, il n'y a pas cette idée-là. Le monstre, c'est pas celui qui a mal réfléchi, qui pense mal, qui a des préjugés. Voilà. On peut pas essayer de le convaincre d'arrêter de nous tuer en plein milieu. Non, ça va pas marcher. Voilà, ça ne marchera pas. Et du coup, dans les films terrifiants, le monstre, il est juste là, quoi. Il parle pas très souvent, donc ça peut être parce que c'est un animal, parce que c'est une machine, parce que c'est un phénomène naturel ou surnaturel. Donc il y a pas de parole. Ou si c'est un humain ou une forme humaine, là non plus, très souvent, il va pas parler ou plus parler. C'est le zombie, par exemple, quoi. Voilà. Alors il y a quelques figures de méchants dans des films terrifiants où il y a un dialogue, mais quand il y a dialogue, c'est un faux dialogue. Je pensais à Funny Games, par exemple, à Seven. On a des films comme ça où il y a des formes de dialogue, mais c'est pas des dialogues, en fait. Il y a pas d'interlocuteur, il y a pas une vraie discussion, un échange. Le dialogue est simplement une sorte de monologue, en fait, une construction au profit de celui qui parle, qui joue de ça, quoi. C'est un jeu dans Funny Games notamment pour faire peur, quoi. Donc il y a pas de dialogue, quoi. Du coup, la figure du monstre, c'est une sorte de mécanisme, quoi. C'est un mécanisme implacable, une sorte de destin qui nous tombe dessus. Et on a ça, évidemment, quand c'est des formes aliens ou des formes vivantes qui sont animées par un instinct naturel qui serait le mal, ou des technologies qu'on peut pas contrôler. Voilà, à chaque fois, on a ce genre de choses. Et quand c'est des humains ou des formes humaines, on va souligner la démarche mécanique, la démarche finalement de mécanisme implacable qui va finalement faire le mal, quoi. Du coup, c'est une figure de mal qui est intéressante. Ce serait l'idée que le mal, il serait ancré dans une sorte de nature. Au fond, le monstre, il est mauvais parce que il est mauvais, quoi. Et il serait intrinsèquement mauvais dans sa nature même, et ça serait inaccessible. Il serait inaccessible à la raison, quoi. Et du coup, le mal, c'est l'altérité, quoi. C'est l'autre, c'est le tout autre, c'est une figure de l'anti-humain avec lequel on peut pas discuter, qu'on peut pas raisonner, quoi. Voilà. Alors, c'est une représentation du mal assez présente dans les films terrifiants, qui essentialise le mal sous cet aspect-là de nature du mal, quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs, dans le film de zombie, là, c'est très binaire. Tu es mordu et donc tu es devenu mauvais, et il y a pas d'entre-deux, quoi. Et oui, c'est ça, ouais. Et du coup, on va le voir dans un instant, le mal peut contaminer, du coup. Il vient de l'extérieur, il est une sorte d'altérité, mais cette altérité, elle peut petit à petit grignoter l'être humain et revenir finalement parmi nous, quoi. Et du coup, si le monstre des films terrifiants n'est pas un être de dialogue, c'est pas non plus vraiment un être de discours. C'est-à-dire que le monstre des films terrifiants, il est pas là pour faire avancer l'histoire. Il n'y a pas vraiment une histoire comme dans les monstres des contes où le monstre est là pour faire valoir un petit peu le héros, où il y a une véritable progression de l'histoire, une victoire sur le héros, où il y a souvent une résolution finale dans ce genre d'histoire. Dans les films terrifiants, les héros sont là pour faire vivre la présence du monstre, quoi. Le monstre, il est là, il apparaît par certains moments, et le film ne progresse pas véritablement. On explore une situation terrifiante, mais il n'y a pas véritablement une narration qui cherche à faire avancer avec des schémas narratifs assez communs, quoi.
Et du coup, cette présence, au fond, c'est ça le monstre. Le monstre, il est présent, et c'est ça aussi ce côté terrifiant. Il est présent par l'image et le son. Alors, je vais pas trop parler du son, puisque Raph va nous faire quelque chose, je crois, autour de la voix. C'est Pour pas prévu, c'est re-spoiler ce que tu vas faire. Non, mais c'est bon, j'ai décidé de pas la faire finalement. Désolé. Non seulement il est méchant, mais en plus il se vexe, quoi. Susceptible. Ah là là. Du coup, c'est un des aspects vraiment intéressants des films d'horreur, c'est qu'il y a une grande créativité, on a une liberté dans le genre assez impressionnante, et le film d'horreur a souvent été considéré, même par les personnes qui en ont fait, comme une sorte de laboratoire, quoi. On peut explorer des possibilités du cinéma, montrer des trucs qu'on n'avait jamais montrés, inventer des effets spéciaux, des manières de filmer, et c'est un cinéma qui a souvent été à la marge et qui a aussi exploré un petit peu les marges, justement, quoi. Donc il y a une grande créativité dans la manière dont on va rendre présent le monstre, quoi. Et puis cette présence du monstre, elle a tendance à s'imposer. On va avoir souvent des héros, des héroïnes enfermés dans la passivité, dans l'impuissance. Au fond, on peut plus rien faire. On est condamné à juste voir le mal arriver dans un espace qui souvent est assez clos, quoi. C'est pour ça que le slasher, il arrive toujours à les rattraper alors qu'il marche à 2 à l'heure, quoi. Voilà. Et oui. Donc on le voit arriver, quoi, notamment dans It Follows, pourquoi pas. Le mal arrive, quoi. Il arrive, on est condamné à pas pouvoir faire grand-chose, quoi. Et puis cette présence, elle peut aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, contaminer. Elle peut aussi être en contagion, il va s'étendre. Donc on a ici une autre figure du mal, qui n'est plus celle de l'altérité, mais qui est l'idée d'un mal qui est un peu toujours présent, qui est en fond, une sorte de fond permanent du mal. Le mal est là. On peut plus vraiment simplement le mettre à distance dans une nature monstrueuse extérieure, et cette idée qu'il peut toujours survenir, nous tomber dessus, et qu'il est peut-être toujours un peu déjà là, quoi. Et les images du monstre, c'est pas non plus des images qui enfermeraient le monstre dans une sorte d'objet bien identifiable, comme tu parlais, Arcani, tout à l'heure, de méchants qu'on pourrait vite reconnaître. Le méchant, le monstre, dans les figures, les films d'horreur, il apparaît petit à petit, souvent, dans des images qui sont fragmentées. On va petit à petit voir des esquisses du monstre, c'est vrai, ouais. des petites touches de frayeur. Ouais, le summum de ça, c'est Alien. Oui, ouais. Complètement. Et alors, on pourrait d'ailleurs distinguer le premier Alien et puis les Alien 3 notamment, où justement, là, on voit le monstre dans sa totalité. Alors que dans le premier Alien, on le voit vraiment par esquisse, quoi. On voit que des petits bouts. On pourrait aussi distinguer les aliens de Alien 3 qui est nul, alors que les autres sont bien. C'est une autre manière de le dire. Non, mais il y a les prédateurs aussi, comme ça, où tu vois très peu la créature. Oui, on voit à travers son regard, on voit en vision subjective. Oui, et c'est ça, faut pas dévoiler tout de suite le design, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, il y a un temps qui est pas vraiment linéaire, c'est des instants fugaces, et le monstre lui-même est parfois informel, quoi. Il a pas une forme précise, il peut se métamorphoser, se démultiplier, il est parfois gluant, ça glisse de partout. Bref, le monstre est pas un truc qu'on pourrait saisir comme tel, quoi. Oui, d'ailleurs, Alien, on voit sa bave avant tout. Et oui, c'est ça. Avant de voir lui, on voit sa bave qui tombe. C'est ça. Donc c'est pas, on en voit peut-être des traces, des trucs un peu gluants, mais pas de forme forcément saisissable, quoi. Et là, le cinéma est très inventif parce qu'il va y avoir plein de procédés cinématographiques qui vont en fait faire peur. C'est-à-dire que c'est pas seulement c'est pas le monstre comme objet qui forcément fait peur. Il faudrait distinguer finalement l'objet qui me fait peur, le monstre, et les causes qui créent cette émotion, quoi, de frayeur. Et dans ces causes, il y a plein de procédés cinématographiques, tous les effets de surprise, un visage terrifiant qui apparaît, d'un coup, un effet de regard, on voit le personnage qui a peur et on voit pas encore de quoi il a peur. Il va y avoir l'usage de hors-champ. Le hors-champ qui est inquiétant, on sait pas encore, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame, mais on l'entend juste. Voilà, exactement. Alors là encore, on ne spoil pas l'aspect sonore de je le rappelle. Hein. Tu as le droit de parler de son quand même. Ah non, moi on m'a dit tu dis pas le mot son. Hein. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. La caméra subjective dans Halloween aussi. Voilà, tout ça c'est le masque aussi, pourquoi pas.
l'arrière-plan aussi. Alors dans It Follows, on a un point de vue finalement partiel du personnage. Nous, on a l'information, mais on voit dans le fond arriver le monstre. Ils sont hyper bien foutus, les espaces dans It Follows. T'as toujours des espaces tellement grands et où il y a toujours des possibilités d'irruption un peu partout, mais il faut être attentif à tout. Ouais. Et on est vraiment dans le même état d'esprit que les personnages, du coup, qui se méfient de tout et de tout le monde, tout le temps. Ça marche super bien. Exactement. Et puis on pourrait même dire qu'il y a parfois une esthétique un peu de la laideur avec un film en grain, une caméra qui est un peu crade, qui bouge, c'est pas net quoi. Tout ça finalement ça renforce le fait que le monstre en fait on n'arrive pas trop à le saisir quoi. Donc là aussi il y a une figure du mal intéressante, c'est qu'au fond le mal est un peu insaisissable, un peu insondable, une sorte de mystère du mal qui serait toujours déjà un peu présent en nous, mais qu'on peut pas bien saisir dans des formes nettes et qui peut toujours se métamorphoser en d'autres formes, quoi. Tu l'as beaucoup dans le roman Dracula, où en fait Dracula tu le vois très très peu, mais tu vois Renfield qui perd la raison à cause de lui, et je sais plus quel personnage féminin qui est lui-même contaminé, donc tous les personnages sont amenés à prendre en compte la menace. Oui, il y a une sorte de halo finalement, un peu du mal qui s'étend quoi. Effectivement. Ouais. Et du coup, c'est peut-être difficile d'intégrer le monstre des films terrifiants dans le cadre des autres films de méchants. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire que dans ces films-là, il y a une catharsis, une représentation à distance qui serait rassurante de ce qui nous inquiète. C'est pas sûr qu'on puisse simplement ici chercher à se faire peur pour dominer la peur. Parce que justement le monstre il est pas vraiment saisissable quoi. Il est pas là dans un objet à distance rassurant. Donc ça laisse une question qui est intéressante, c'est finalement pourquoi on va voir des films d'horreur, pourquoi est-ce qu'on peut prendre plaisir à ça si ça rentre pas bien dans ce cadre-là quoi. Alors j'ai pas vraiment de théorie là-dessus, puis je suis pas du tout spécialiste, il y a tout un tas de gens qui s'intéressent à ça, au paradoxe de l'horreur quoi. Mais en tout cas, j'irai pas trop chercher la réponse du côté d'une sorte de finalité un peu morale ou juste cognitive. Je sais pas trop pourquoi on va voir ça et moi non plus, je sais pas trop pourquoi j'aime ça. Voilà. C'est ouvert comme chronique. Voilà, donc je laisse ouvert. Mais en tout cas, il y a quelque chose esthétiquement, je trouve, qui est super intéressant dans ces films. Et évidemment, c'est assez fascinant ce pouvoir de créer du terrifiant dans les films terrifiants ou les films d'horreur de manière plus précise. Voilà. Mais une réponse, et peut-être une réponse que nous on aurait souvent et dont il faut se méfier parce que peut-être qu'on l'aura trop souvent, c'est la lecture politique de ces films-là. Tu parles de It Follows, la lecture sanitaire. Là, est-ce que c'est un virus sexuellement transmissible dont on parle dans le film ? Bah oui, c'est une lecture qui marche, mais ça amenuise beaucoup le propos du film et le principe du film de penser ça. Pareil pour les films de zombies, on en a déjà beaucoup parlé là. Donc il y a aussi cette limite-là de dire si la réponse à ta question c'est il y a un enjeu politique, oui certes, mais en même temps, faut pas oublier le plaisir audiovisuel quoi. Tu parlais beaucoup. Oui, c'est ça. Et puis le monstre a toujours existé dans les histoires humaines. T'as constamment des légendes, des créatures, des choses comme ça. Donc je pense que le monstre, c'est comment tu l'utilises. Et je pensais, dans ta chronique, je pensais au travail de Guillermo del Toro qui fait complètement l'inverse. Totalement, ouais. Il te met des monstres, mais auxquels tu t'attaches, auxquels tu découvres leur psychologie, qui ont tout autant d'émotions que nous, des choses comme ça. Qui sont désirables aussi, même physiquement. Ah oui, la forme de l'eau, super bien. Bah oui, quand même. Si t'as un kink sur les poissons, oui. Non, c'est vrai ce que dit Robin. Il n'y a pas de côté charnel avec les films de zombies, avec les slashers. Alors, si, il y a un des Romero où il y a un scientifique qui fait écouter de la musique à un zombie. Tu te rends compte que le zombie a une forme d'émotion. J'y pensais pendant qu'on en parlait parce que c'est le troisième, c'est Day of the Dead. Et moi, c'est mon préféré, je l'adore. C'est celui où ils prennent un zombie et ils essayent de l'éduquer justement, de lui faire écouter de la musique, apprendre du langage et tout ça. Et visiblement, en fait, c'est une espèce de lecture contre-intuitif du zombie où en fait il fraternise avec lui et juste ça leur prend tellement de temps que tous les autres zombies leur tombent dessus quoi, mais avec un peu de temps et d'effort ça marche quoi. Voilà. Ils ont créé un entre-deux justement au truc binaire zombie pas zombie. Tu veux prendre la suite justement, Raph, sur on a parlé beaucoup de sons, de on en a parlé. On fait sonner les méchants, les zombies. Non, ça me dit rien. Ah si, moi j'ai entendu, mais c'est mon sujet de thèse, alors peut-être que j'y suis trop attentif. Ok. Je vais partir d'un souvenir très concret. Est-ce que vous vous souvenez de la scène d'action qui est au début de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan? Une ouverture assez classique.
de blockbuster récents dans lequel il y a une séquence d'action avec des personnages qu'on connaît pas et dont on se fout complètement d'ailleurs, et qui sert en fait uniquement à introduire le méchant. Vous avez en tête un petit peu ou pas ? Plus trop, non. Pas trop. Non, moi non plus. Eh ben, je vous plante le décor. Ça se passe en Ouzbékistan, dans un avion militaire. Il y a un mec de la CIA qui interroge brutalement des prisonniers. Il leur demande de lâcher des infos sur Bane, donc le personnage joué par Tom Hardy. Les prisonniers sont encagoulés, ils sont absolument silencieux, et de toute façon, même s'ils parlaient, on les entendrait pas parce que la porte de l'avion est ouverte. Et du coup, il y a un bruit énorme ambiant. Et même le mec de la CIA est obligé de gueuler. Et d'un coup, hors champ, on entend la voix de Bane. Calme, grave, posé, et on comprend qu'il est lui-même un des prisonniers sous la cagoule et qu'il a tout prévu pour s'en sortir. Et on entend ce son-là que je vous fais écouter maintenant. Tell me about Bane! Why does he wear the mask? A lot of loyalty for a hired gun! Or perhaps he's wondering why someone would shoot a man before throwing him out of a plane. Vous voyez un peu le genre, rien qu'avec le son de sa voix, on comprend tout le personnage en fait. Alors, qu'est-ce qui fait méchant ici ? Bah, déjà, sa voix, elle est beaucoup trop proche de notre oreille. Elle n'est pas affectée par l'environnement. Il est littéralement à genoux avec une cagoule dans un avion piloté par un gars qui menace de le jeter par-dessus bord, et ça lui fait ni chaud ni froid. Il a cette diction très chill par rapport à la situation, et puis ce son qui s'affranchit totalement des lois de l'acoustique pour nous parvenir directement comme s'il était tout proche, alors qu'il y a 1000 médiations. Donc, ça pose tout de suite le méchant comme un peu spécial et surhumain. Et donc, voilà, je suis parti de là en me disant, bah, ce qui fait méchant, c'est en fait d'abord dans la voix que ça se passe. Enfin, en tout cas, ça se passe grandement par la voix. Et quand on y réfléchit, c'est un peu la même chose avec tous les grands méchants de pop culture. Dark Vador, Sauron, l'agent Smith, Hans Gruber, et globalement tous les rôles d'Alan Rickman. Le baron Harkonnen dans Dune, Thanos, Christopher Lee dans Dracula, on pourrait en citer des pelletés. Et même si le concept de méchant s'applique plutôt à du cinéma d'action grand public, ça se passe un peu de la même manière dans des films plus auteurs, en vrac, Javier Bardem dans No Country for Old Men des frères Cohen, ou Kurt Russell dans Boulevard de la Mort de Tarantino, pour ne citer que 2 exemples qui me sont venus en tête assez vite. C'est peut-être même encore plus accentué dans un autre genre qu'est le cinéma d'animation, où la voix est quasiment l'élément le plus important pour définir un personnage. Par exemple, est-ce que vous saviez que Mark Hamill, donc qui joue Luke Skywalker dans Star Wars, a doublé des méchants de dessins animés ? Oui. Arcani, il sait, j'en suis sûr, il sait tout. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des dessins animés de notre génération et de notre enfance. Ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, c'était le Joker de Batman et le roi des squelettes dans une série un peu zarbe des années 2000 qui s'appelle Méga Robot Super Singe Hyper Force Go. Je sais pas si vous êtes tombé là-dessus, mais Ça existe. Ah, c'est vrai. ouais, j'ai regardé des extraits et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que il a pas du tout sa voix habituelle de Star Wars de jeune premier avec un corps de lâche. Ils lui ont mis une grosse voix grave de gros vilain et du coup, on le reconnaît pas du tout en fait. Donc, je me demande un peu pourquoi ils l'ont pris, pour être honnête. Mais bon, Il a peut-être un bon agent et besoin d'argent. ouais, c'est un peu ça. Il est producteur souvent aussi. Ouais. Bah du coup, c'était un bon argument marketing pour la série, parce que Ouais. bon. Bref. Et du coup, après, à partir de là, j'ai zoné un peu sur des compilations YouTube, genre Creepy Villains, des trucs comme ça, où ils mettent plein de films d'animation. Et ben, en fait, tous les méchants ont la même voix. Une voix d'homme, bien grave, excessivement virile, souvent avec des petits effets de distorsion pour donner le côté inhumain, et un ton très posé pour donner l'impression d'un personnage inébranlable qui va dérouler son plan maléfique sans se laisser abattre, quoi. Petite parenthèse d'ailleurs, un des exemples emblématiques de ça, c'est les vilains qui sont en même temps des intelligences artificielles. Terminator, par exemple, la manière de parler robotique qui accentue le côté détente dans la méchanceté, un petit peu. Et d'ailleurs, Schwarzenegger, il est méchant dans le premier Terminator, mais il devient gentil dans le 2. Ça montre bien que les années 80 ont fait de ces personnages de méchants charismatiques des trucs tellement cool qu'en fait, ils sont prêts à devenir des gentils. Et c'est la même logique qui fait que dans The Dark Knight, Batman et Bane, en fait, se ressemblent vachement. Les deux ont la voix surnaturelle qui fait peur, et ce qui était au départ un truc de méchant, en fait, caractérise de plus en plus certains héros aussi. Donc voilà, être méchant, c'est cool, et avoir une voix de méchant, c'est cool. Il y a pas à chier, ça marche comme ça, quoi. Pour expliquer ça, il y a une phrase que les cinéphiles citent souvent. C'est une phrase d'Alfred Hitchcock qui dit que plus le méchant est bon, plus le film est bon. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Ouais. Et ça expliquerait un petit peu la fascination qu'on a pour ces personnages-là. Et c'est vrai que Hitchcock a été un grand amateur de méchants et qui sont souvent mieux écrits, je trouve, et plus complexes que les héros.
Sauf que, justement, ce que Hitchcock avait en tête en disant ça, c'était pas vraiment des Dark Vador ou des Thanos. C'est même un peu le contraire. Les méchants sont plutôt ce qu'on appelle, excusez-moi de lancer un concept que vous n'avez jamais entendu, les queer-coded villains. Quoi? On n'en a pas du tout parlé avant. Après, En ça gros, commence à tourner un petit peu, cette idée. voilà, Je suis désolée, évidemment, mais... ça commence à tourner un petit peu, mais je comptais pas vous l'apprendre, mais voilà. En gros, c'est, pour résumer, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément, c'est des vilains qui sont pas officiellement gays ou queer, mais qui sont construits selon des stéréotypes qui sont des clichés LGBT. Donc, c'est des méchants qui vont être efféminés, maniérés, précieux, ils vont s'en sortir par la ruse, etc. C'est un code qui remonte en fait assez loin au cinéma hollywoodien des années 30 déjà, à une époque où du coup l'homosexualité faisait peur à la bonne société et spontanément pour faire peur au public, on va utiliser ce genre de figure pour créer des méchants. Et là, évidemment, vous avez plein d'exemples en tête. Moi, ceux que j'avais, moi, c'était le Joker, Loki, mais aussi James de la Team Rocket dans Pokémon. Et L'Empereur dans 300. voilà, l'Empereur dans 300, on en avait parlé dans l'épisode 5. Et en dessin animé, tu as un des méchants des Super Nanas qui s'appelle Lui, et qui est extrêmement sensuel et a des codes très féminins aussi dans sa gestuelle. Ah, lui, Ouais. il donne pas son nom, il donne direct ses pronoms, quoi. Il s'appelle juste Lui. Lui, him, il s'appelle. Ouais, et bon, on en parlait tout à l'heure, mais dans les Disney, c'est un festival, les méchants codés de manière oui. queer, Scar, Hades, Jafar, Capitaine Crochet, vous pouvez en citer encore d'autres, j'imagine. Bref, cette manière d'incarner le méchant selon des stéréotypes LGBT, ça va souvent aussi passer par la voix. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que c'est frappant chez Hitchcock, avec toujours des voix un peu plus hautes et un ton très maniéré. Dans La Corde, c'est un jeune homme cultivé qui va discuter de philosophie pour justifier son crime. Désolé philosophe. L'inconnu du Nord Express, c'est un type très séducteur qui va flatter le héros de manière un peu sensuelle avec sa voix aiguë, ses costumes extravagants. Dans La Mort aux trousses, c'est un aristocrate maniéré avec toujours à ses côtés un jeune majordome. On nous dit pas qui ils sont l'un par rapport à l'autre, mais bon, c'est plus qu'un simple employé. Et puis, évidemment, il y a Psychose. Le gars mal dans sa peau, trop attaché à sa mère, qui bredouille dès qu'il parle à une femme. D'ailleurs, sa voix et sa diction seront un élément important pour justifier le twist final de Psychose. Oui. Et tu parles de La Corde, de mémoire, c'est un huis clos dans un appartement Ouais, c'est ça. avec 2 colocataires qui n'ont qu'une seule chambre pour 2. Exactement. Oui, c'est très clairement un couple homosexuel. Quand tu l'as vu, c'est ça. évident. Ouais. Mais il me semble que c'était un héritage du code Hays, donc qui interdisait pas mal de trucs pour moraliser Hollywood, et que certains personnages LGBT justement sont revenus par les méchants entre guillemets en fait. Oui, bien sûr, parce que le code Hays interdisait pas forcément de montrer des choses immorales, comme par exemple l'homosexualité, mais il interdisait d'en faire la promotion. Et du coup, C'est ça. les mettre chez les méchants, c'était une bonne manière de le faire. Ouais. Et puis, une autre chose qu'on peut se dire aussi, et moi c'est un truc qui me surprend toujours un peu, c'est que Hitchcock lui-même, en fait, il a pas du tout ça. Il a une stature imposante, une voix hyper grave. Donc finalement, il dit qu'il adore les méchants, mais lui-même, il ressemble beaucoup plus à un méchant de Marvel qu'à un méchant de ses propres films, en fait. Surtout envers les actrices. Ah oui, alors là, pour le coup, c'est un grand méchant, ouais. ça, on en parlera peut-être, mais... Et j'avais fait un petit peu ce repérage de 2 tendances dans les voix de méchants, et en fait, en vrai, moi, j'en ai un peu marre de ces 2 extrêmes. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre des films en pilote automatique où quand il faut construire un méchant, c'est soit un gars tout frêle construit comme une caricature de mec gay, soit un gars avec des bras de poney et une voix tellement basse qu'elle est à peine audible par l'oreille humaine, quoi. Moi, j'aimerais un entre-deux. Déjà, j'aimerais que des méchants un peu plus humains, un peu plus normaux, une version un peu ordinaire de la méchanceté, qui se rapprocherait peut-être des méchants de la vraie vie. C'est-à-dire les Macron, les Zemmour, les Bezos ou les Bolloré, qui sont les vrais méchants, en fait, mais qui sont pas vraiment ni d'un côté ni de l'autre. Il y a un peu tout un spectre de manières d'être un salaud qui ne sont pas forcément dans ces 2 extrêmes-là et que le cinéma peut-être sous-exploite un peu. Hannibal Lecter. Peut-être, ouais. Sous-exploite, pas invisibilise Oui. totalement, Oui. bien sûr, mais voilà, c'est plus rare, quoi. Et c'est dommage. Et sinon, voilà, petit épilogue. Est-ce que vous avez remarqué un truc par rapport à ma chronique ? Non. Je n'ai cité que des hommes. Et c'est vrai que, voilà, c'est à la fois un mea culpa, mais en même temps aussi une manière de dire que spontanément, on manque un peu de modèles féminins quand on pense aux méchants emblématiques de l'histoire du cinéma. Et la preuve, c'est qu'on en a assez peu parlé tous les 4, finalement, ce soir. Réécoutez l'épisode précédent, il y a une anecdote sur ça.
Donc voilà, en tout cas, ça laisse entendre cette anecdote que la question de la voix, elle est fondamentalement liée à celle de l'égalité en fait. C'est-à-dire que la hauteur, grave ou aiguë, dépend de des perspectives qu'on a et des chances qu'on a d'accéder à certaines responsabilités. Et au cinéma, moi, je trouve qu'il y a un peu un problème avec les voix de méchantes. C'est-à-dire, c'est souvent des stéréotypes de femmes hystériques, à la Helena Bonham Carter dans Harry Potter, Harley Quinn, qui heureusement s'est un peu améliorée au fil des versions, ce genre de choses. Ou encore, le stéréotype des sorcières, qui est le stéréotype de méchante au cinéma. Que ce soit dans Blanche-Neige ou dans des trucs plus stylés comme les films de Dario Argento, tout de suite, c'est des voix perçantes, suraiguës, désagréables, des voix qui agacent, en fait. Et les voix de femmes méchantes, elles ont pas le côté posée et cool de celle des hommes. Alors voilà, je vous laisse finir sinon avec une petite touche d'espoir, une anecdote. Depuis les années 90, il y a un prix MTV Movie Award for Best Villain, donc le meilleur méchant. Et truc de fou auquel je m'attendais pas du tout, les 3 premières années, ce ne sont que des femmes qui ont gagné. C'est Rebecca De Mornay dans La main sur le berceau, Jennifer Jason Leigh pour Single White Female et Alicia Silverstone pour The Crush, qui est apparemment un thriller érotique que je n'ai pas vu. Mais donc pas forcément des films très connus, mais malgré tout ces années-là, il y a les concurrents et elles ont gagné face à des Robert De Niro, Jack Nicholson ou Alan Rickman, quoi. C'est plutôt stylé. Alors après, les 3 premières années, les mecs ont bien repris le lead, je vous rassure. Mais il y a occasionnellement des femmes dans le palmarès et la dernière en date, c'est d'ailleurs Catherine Hahn pour WandaVision de Marvel. Ah oui, j'allais le dire. Voilà. Elle est très classe, très cool et sa voix n'est pas stéréotypée. Elle est d'ailleurs assez grave et. Ouais, et en même temps avec pas mal de relief. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans cette série. Un des très bons trucs. On peut espérer qu'à l'avenir, les méchantes prennent un peu plus de place dans la pop culture. On peut espérer que par ce type d'initiative, voilà, ça devienne un peu plus courant d'en voir à l'écran. Il resterait, à mon avis, plein de personnages intéressants à imaginer. Et voilà. Donc du coup, je me demandais un petit peu, pour ouvrir le débat, qu'est-ce que c'est, vous, votre méchante préférée? Méchante préférée. J'en ai 2. Allez. Ce serait le personnage de Julianne Moore dans Kingsman 2. Oh là, le 2. Où elle joue une chef de... Je sais plus, c'est un réseau de drogue, mais en gros, c'est là où on s'attend aux gangsters, aux mafieux classiques, c'est elle. Et elle a un côté très femme au foyer années 50. Donc elle va faire à manger avec son petit tablier et tout, elle est très mignonne. Sauf que elle a des prisonniers, elle met des mecs dans des hachoirs quand elle est pas contente. Mais elle reste très calme, très femme d'affaires, en même temps femme au foyer. Et il y a un côté un peu flippant, en même temps tu sens que elle prend vraiment plaisir à jouer ça. Et j'adore Julianne Moore. Oui, moi aussi. Donc voilà, il y a un côté potage dans le film, mais ça marche bien. En fait, à voir. Bien cerné le truc. Et l'autre, ce serait un personnage méchant qui est non-binaire. C'est dans le dernier John Wick. On reste dans le film d'action. Mais tu disais que les méchants, c'est plutôt des films d'action. C'est vrai, c'est le truc auquel on pense le plus spontanément, quoi. Mais dans le dernier John Wick, il y a donc toute une organisation qui gère un peu le monde de la criminalité. Et une personne qui vient représenter ce monde, l'interprète est déjà non-binaire et le personnage est non-binaire. Ok, ouais. Et ce personnage a un côté très rigide dans la loi et le règlement, surtout pas la loi parce que c'est pas officiel, mais dans le règlement. Et du coup, juste, ça renvoie à ce que tu disais au tout début, Alice. Toi, ton côté méchante, c'est pas respecter les règles. Bah là, du coup, je trouve qu'en faisant appliquer les règles, le personnage en devient méchant. Voilà. Alors moi, ma méchante préférée, je pense que c'est Yubaba dans Le voyage de Chihiro de Miyazaki. Donc une vieille sorcière, femme japonaise, complètement exubérante, qui est aussi chef d'une entreprise qu'elle gère là, ce salon des bains, et qui a une jumelle qui, elle, pour le coup, est plutôt gentille, mais je trouve qu'elle a un côté complètement délirant et excessif, et je pense vraiment pas stéréotypé pour le coup, parce que même si c'est une sorcière, il y a pas trop l'hystérie, je trouve. Enfin, en tout cas, il y a une espèce de colère peut-être, mais voilà, elle est je sais pas, elle est un peu comme une chef d'entreprise très puissante et intéressante. Elle est autoritaire plus qu'hystérique. Ouais, c'est ça, autoritaire. Tout à fait, ouais, très très beau perso. Alors moi j'aime bien dans l'adaptation de Stephen King, Misery. Oui. Voilà. Elle fait tellement peur avec cette passion pour le livre là, elle veut forcer le romancier qui veut arrêter sa série, elle veut le forcer à continuer.
Et ah là là, l'obsession qu'elle a, et puis elle a une présence dans ce film, c'est un personnage qui fait assez peur, ouais, j'aime bien. Ah ouais, c'est vrai, ça marche bien. 100% personnage de détraqué pour le coup, mais ouais, ça marche bien. Ouais, là, complètement, ouais. Mais elle est pas très loin de la femme au foyer non plus, là, le côté reste à la maison, enfermement, je te fais à manger jusqu'à l'explosion. Et... C'est ça, ouais. Et puis elle s'en occupe, quoi, c'est du soin, mais perverti, quoi, c'est horrible. Eh ben, à propos de personnages détraqués, moi, il y en a deux qui me viennent en tête aussi. Et en fait, elles se ressemblent, je me rends compte. Mes goûts sont prévisibles. C'est dans des séries. C'est Villanelle dans la série Killing Eve. C'est la comédienne Jodie Comer. Et Alice Morgan dans la série Luther, interprétée par Ruth Wilson. Et donc, en fait, Carrément. c'est deux tueuses sociopathes. Ah oui. Dans les deux cas. Et mais je pense qu'il y a une thématique... il y a cette envie de faire aimer et de faire s'attacher à ce genre de personnage aussi pour des raisons bêtes. L'une des deux séries, Killing Eve, qui est créée par Phoebe Waller-Bridge, donc il y a aussi probablement cette idée un peu d'empuissancement, quitte à y aller avec... elle a tellement de pouvoir sur le monde et sur les hommes que, en fait, elle est tueuse en série. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, ouais, super charismatique et très, très méchante, toutes les deux. Et très intelligente aussi. Et on se rend bien compte que dans les exemples que vous citez, il y a moins de stéréotypes affirmés sur les voix, justement. C'est vachement plus divers et ça donne des personnages qui, en fait, sortent un peu du carcan très classique du méchant de pop culture, quoi. Donc, oui, d'ailleurs, l'un des clichés vocaux que t'as pas mentionné, auquel j'ai pensé, c'est l'accent. Et je pense même qu'il y avait un peu ça dans l'extrait avec Bane, parce que je suis pas sûr que ce soit exactement un accent, mais c'est un acteur anglais. Ouais. C'est vrai. Qui joue, puis voilà, on pense à l'accent de Schwarzenegger, l'accent de Hans Gruber, joué par Alan Rickman, et il y a le fait que ce soit un étranger, qu'on le perçoive dès sa voix, évidemment, il est antagonisé aussi pour une raison un peu primaire. Là. Mais oui, et je montre souvent aux étudiants pour expliquer ça, les bandes annonces de films avec Chuck Norris dans les années 80-90, où à chaque fois, on te dit rien sur le méchant, mais de toute façon, il a un gros accent russe, donc t'as compris que c'était le méchant, quoi. C'est bon. Donc, c'est vrai que ça marche super bien, ce genre de cliché aussi, pour camper des personnages qui font peur. Pour rebondir là-dessus, moi, je montre aussi beaucoup Die Hard dans mes cours pour parler du son. Tu as parlé de la voix de Hans Gruber, puis c'est un film où il y a tous les types de dispositifs pour projeter la voix. Il y a des talkie-walkie partout, il y a la radio de la police, il y a des choses comme ça. Et donc, la voix, elle est partout dans l'immeuble, alors que le personnage n'est pas là, ou il n'est pas encore là, mais il arrive, un peu comme dans It Follows tout à l'heure. Donc, ouais, c'est un grand film sonore, Die Hard. J'ai déjà un sujet de thèse, fait que je ferai plus tard. Et toi, Raph, t'as une méchante préférée ? La petite fille dans L'Exorciste. Ok. Techniquement, elle est pas méchante, elle est juste le médium. Elle est le médium et le message. C'est bien. Je peux rajouter une méchante. Ouais. Non. Parce que c'est pas une méchante. Parce que c'est pas une méchante et je trouve ça super intéressant. C'est Karaba dans Kirikou. C'est vrai. Oui. Qui fait du tort parce qu'en fait, elle-même a été la victime des hommes et donc elle souffre. Elle souffre et il y a une résolution en fait. Plus qu'un affrontement et une résolution, et ça me fait penser à justement des films on commence un peu à sortir de la logique d'affrontement du méchant, et notamment dans le dernier Spider-Man, sans spoiler. Ouais. Et Karaba, quand elle devient gentille, elle perd sa grosse voix. Oui. C'est vrai. Mais elle est incroyable cette voix. Mais elle est très très bien. Ouais. En guise de conclusion, est-ce que je peux quand même faire sonner une évidence en rapport avec l'actualité ? La voix de Gérard Darmon. Non mais le concours de voix de Gérard Darmon est Dieudonné dans Mission Cléopâtre. 20 ans après, il fait mal au cul quand même. Parce que on se rend compte que le prochain sur la liste des méchants de Mission Cléopâtre, c'est César, donc Alain Chabat. Ouais. Oh non, c'est pas possible. Putain, Alain Chabat, il en est où sur l'échelle des fachos là ? Il a défendu Polanski. Ah bah c'est bon. Bon bah voilà. Allez, la trilogie est complète. Ah ouais, non, mais écoute, il va plus rester grand monde. Hein. Non, bah tant mieux, ça veut dire que tous les acteurs qui ont une grosse voix vont peut-être un peu disparaître. Ça va aussi faire disparaître le cliché de l'acteur méchant à grosse voix, en France en tout cas. Peut-être, ouais. Ouais, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr que ça marche comme ça.
En tout cas, merci à tous les deux pour ces 2 chroniques sur comment on reconnaît, comment on fait sonner les monstres et les méchants, comment on les reconnaît, comment on les voit apparaître. En guise de conclusion, un peu comme d'habitude, on va rester sur une petite série de conseils. On a parlé des films avec des méchantes, mais d'une manière générale, est-ce que vous avez des petits conseils méchants, des méchants préférés ou des films méchants que vous auriez envie de conseiller pour terminer vos coups de cœur méchants? Cédric, est-ce que tu as une idée? Moi, j'aime beaucoup la série The Wire parce qu'on a justement des méchants qui sont vraiment pas stéréotypés. On a un personnage queer, Omar, qui est tellement génial, quoi. Oui. Voilà, cœur sur Omar. Voilà, voilà, c'est clair. Voilà. Et vraiment, j'adore cette série. Donc voilà, des méchants pas stéréotypés, des vraies questions de fond. Enfin, c'est une super série, quoi. Et qui, au-delà de la saison 2, c'est toujours bien. Hein, oui. Je tiens à le dire. On a eu un débat sur les séries valent-elles le coup après la saison 2. Je vous expliquerai. Ouais. Prochain épisode. Bon, tes méchants préférés, Raph? Non, je sais pas, j'ai pas forcément d'autres méchants, j'en ai cité déjà pas mal, mais si Ouais. vous connaissez peut-être un truc que vous connaissez pas, est-ce que vous connaissez le concept de méchant codé comme queer? Bien, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellent épisode du podcast Camille qui s'appelle Le Grand Méchant Queer. J'ai écouté ça, ça date d'il y a quelques mois, voire années peut-être, mais c'est hyper intéressant et plus complet que ce que j'ai pu en dire là, donc allez écouter ça. Ouais, très bon podcast. Ouais, je l'avais écouté aussi. Alice, t'es méchant? Ou tes podcasts à conseiller? Ça peut marcher aussi. Moi, j'aime bien quand les méchants, c'est des grandes entreprises. Par exemple, dans les Spider-Man de Sam Raimi, les méchants, c'est toujours des émanations de Oscorp, d'une entreprise. C'est à cause de l'entreprise qui deviennent méchants. Puis dans le Voyage du Chihiro, c'est ça aussi, hein, le Palais des Bains, c'est un peu le palais lui-même qui est le méchant. Ou même si on sort un peu du cinéma, dans Final Fantasy VII, je pense que c'est un jeu qu'il faut refaire aujourd'hui parce qu'il est hyper politique et engagé, et les méchants, c'est l'entreprise Shinra, une grosse entreprise qui exploite les ressources de la planète, et les gentils, c'est des éco-terroristes. Donc je conseille le remake du jeu, très bon jeu. Arcani, t'as encore des méchants dans la manche? Mais en vrai, j'aime pas trop l'idée de gentil et de méchant. Je trouve que il y a un petit côté régressif, notamment en film d'action ou parfois en animation. On aime bien ce côté très méchant puis très gentil, mais je crois que si je devais garder des méchants, ce serait plus chez Carpenter, où le méchant va plus être un concept ou une entité. Et ça, parce que si tu individualises le méchant, quand t'as le méchant, il y a un côté très individuel et on se dit que c'est un problème de personne. Alors qu'en fait, ce qui fait vraiment du mal, c'est plus, comme disait Alice, une entreprise, ça peut être aussi une idéologie, et des choses comme ça. À la limite, le vrai méchant, ce serait The Thing. Oui. Ouais, excellent film. Qui prend notre forme et qui fait qu'on se menace qu'on se soupçonne les uns les autres et qu'on se retourne les uns contre les autres. Après, s'il en avait fait un univers cinématographique entier, peut-être on aurait découvert qu'il avait des bonnes raisons. Hein. C'est vrai. Moi, si je devais conseiller des méchants, on était très Marvel aujourd'hui quand même. Mais il y a quand même des très bons méchants dans les séries Marvel autour des Defenders, notamment Jessica Jones. Et tu disais, Arcani, j'aime pas trop la dichotomie méchant-gentil. Bon, elle, c'est clairement une anti-héroïne. Oui. Donc, elle est comme au milieu des deux, puis c'est super. Il y a Carrie-Anne Moss, Trinity de Matrix, qui joue l'avocate Jerry Hogarth et qui a la classe à fond. Et pareil, elle est avocate, donc elle est un peu entre les deux, ni bien ni mal. Il y a Mahershala Ali qui joue Cottonmouth dans Luke Cage. Lui, pareil, c'est un grand acteur. Et puis David Tennant qui joue Killgrave dans Jessica Jones. Et je pense que ça, c'est un de mes méchants Marvel préférés en fait des dernières années parce qu'il est incroyable. Extrêmement angoissant. Et il a un super pouvoir méchant. Il fait quoi? C'est génial. Il peut donner des ordres. Il te dit quelque chose et tu le fais. Ça, c'est méchant. Hein. Bon, vous avez de quoi vous faire peur. Mais pas que peur, mais il y a aussi un angle... marxiste, hein, vous avez le droit d'avoir peur des grandes entreprises. Il y avait un peu les fondamentaux de l'émission qu'il fallait quand même respecter, quoi. C'est ça. Merci pour tous ces méchants et pour toutes ces méchantes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, chacun et chacune? C'est l'instant promo. Si les gens qui nous écoutent vous ont trouvé finalement gentils, peuvent vous suivre et vous écouter, vous regarder où? Arcani? Sur Twitter, la chaîne Kaleidos
Pop, P-O-P à la fin, ou sinon sur Twitter, Arcani Corvo, où je dis plein de bêtises. Cédric, Bah, sur Twitter principalement, voilà, Cédric S7 sur Twitter. Et on peut faire un petit conseil de lecture, c'est possible. Oui. C'est Alors moi, je conseille sur les films d'horreur un livre d'Éric Dufour qui s'appelle Le cinéma d'horreur et ses figures, c'est vraiment très bien. Et puis des articles d'Hugo Clément sur l'horreur épidémique. Et puis je conseille aussi le blog de Janine, Janine, qui montre bien pourquoi est-ce que il faut être méchante pour que les hommes se transforment. Voilà, je vous laisse lire sa petite série sur comment être une petty féministe. C'est très très drôle et c'est très vrai. Eh ben oui, la méchanceté comme arme politique. Voilà. Et puis sur ton Twitter, on retrouve, j'en parlais tout à l'heure, du contenu didactique en philo. Donc Oui. c'est pas que à destination des profs de philo, c'est aussi Non. intéressant. Pour, Oui, il y a un peu de tout. Ouais. Alice, où est-ce qu'on te retrouve toi? Sur Twitter aussi, @philopoulpe, et je joue aussi la méchante féministe. Très très méchante. Raph, Sur Twitter, Raphaël Jodon, de temps en temps à Lyon 2, à l'université, et de temps en temps aussi dans divers lycées où j'enseigne le cinéma. Si vous avez envie de redevenir jeune pour m'avoir comme prof, si vous voulez un autographe de Raphaël Jodon, ça donc, allez ça se passe m'attendre à la Lyon 2. sortie. C'est ça. Vous cherchez les emplois du temps à Lyon 2, vous cherchez Monsieur Jodon, puis voilà. C'est un peu flippant. Si des gens le font, c'est un peu flippant. Ouais, j'aurais peut-être pas pu dire ça. Du coup, en plus, maintenant qu'on est suivi par plein de trolls, bon, je sais pas. C'est vrai. On va réfléchir à ce qu'on coupe au montage. C'est bon. Je peux faire une dernière autopromo. Moi, vous pouvez m'écouter si vous en avez pas déjà marre de ma voix tous les mardis de 10h30 à midi sur CISM. À Montréal, donc au 89.3 en FM, et ça se trouve sur internet, cism893.ca. Mon émission s'appelle C'est un tube et on parle chansons. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que du cinéma quand même dans la vie. Et puis il y a des méchants dans les chansons, je suis sûr. Ah, je pourrais faire une émission sur les méchants en chansons. Ça, Bah oui, voilà. Ah, ça Putain, c'est une bonne idée. Ça. Le mec qui prépare Carrément. ses émissions en nous exploitant. Là. Ouais. Et évidemment, vous pouvez aussi réécouter tous les précédents épisodes du balado Une invention sans avenir et celui-ci sur toutes les plateformes dont on a parlé à volonté. Et on peut le retrouver bien sûr sur Twitter où on fait pas mal de threads qui énervent des gens. Donc venez avec nous, on s'amuse bien. Qui énervent et qui font plaisir à des gens aussi. Hein. Ça fait pas que énerver. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on leur donne trop de publicité. Ça fait aussi beaucoup plaisir a priori. Oui, c'est ça. En termes de réaction, on a quand même eu beaucoup plus de soutien et de réactions positives. Évidemment, on a toujours des trolls. Mais bon, gros love à vous tous et toutes, hein, évidemment. Et oui, merci à tous et à toutes et à tout le monde de nous suivre. Une invention sans avenir. Merci à tous et à toutes autour de la table d'avoir parlé de méchants. Bah, c'était un plaisir. Hein. Et à bientôt. À bientôt. Ouais, allez, salut tout le monde. Salut. Salut. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Qui fait des économies? Oh, j'ai peur. Je suis une gentille. Et je suis poursuivie par un méchant. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Je vais m'évanouir de frayeur. Non, Scar, ne me regarde pas comme ça. Scar, lâche-le. Admirablement synchrone, votre majesté. Tirez encore. Mais arrête, espèce d'enfoiré, tu t'es fait comprendre, basta maintenant. Merci du conseil, monsieur le cowboy, j'y réfléchirai. Tirez encore. Pour qui t'as de l'antipathie? Très gentil. Pour qui t'as un gros penchant? Les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants.